Voilà. Donc c'est parti pour cette conférence sur les astéroïdes féminins. Caroline, je te laisse te présenter peut-être en premier si tu veux. Oui, bah, si vous voulez, si tu veux. Donc, bah, voilà, donc, je suis Caroline. Ça fait combien de temps que je fais de l'astrologie? À peu plus. Je time à chaque fois la naissance de ma fille, puisque c'est là où on m'avait apporté les premiers livres d'astro, mais elle est née le jour où ma mère m'apportait de France tous les livres et j'étais là, non. Donc, il y a un peu plus de 13 ans. Et la passion, parce que c'était un petit peu le sujet, donc pour moi, je suis passionnée par deux choses, l'astrologie hellénistique, donc l'astrologie ancienne, et à la fois tout le langage lié aux archétypes, donc à l'astrologie des profondeurs. Et j'arrive plus à me rappeler comment je suis tombée sur les astéroïdes. C'était il y a à peu près plus de 10 ans. J'avais eu la chance de prendre des cours avec Demetra George, qui aux États-Unis a beaucoup parlé justement de ce que je vais aussi vous transmettre. Et pour moi, ça faisait partie surtout, c'était parce qu'il y avait aussi depuis tout temps un intérêt pour la mythologie et je trouvais que la mythologie de Vénus et de la Lune était un peu limitée, surtout pour Vénus, par rapport à la richesse de justement toutes les facettes du féminin. Donc c'est voilà. Donc j'ai commencé puis j'ai jamais arrêté. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et puis on apprend toujours et comme je vous le dirais aussi, c'est un sujet qui est euh, pas encore beaucoup étudié, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément, ce qui est lié au transit, ou ces choses comme ça. Donc pour ceux qui aiment aussi tout ce qui est nouveau, c'est aussi un bon comment dire, champ d'exploration astrologique. Voilà un petit peu pour ma part. Un champ ouvert et tu as aussi écrit un livre sur ce sujet, du coup, Ah oui, 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 édité en français, oui, c'est vrai. un des rares livres qui traite de tous ces, enfin, d'une partie des astéroïdes, du coup, des archétypes féminins. Euh, et oui, pour ma part, j'aime aussi ce champ ouvert des astéroïdes que jusqu'à maintenant j'utilisais assez peu dans ma pratique d'astrologue, mais qui m'inspire et qui m'intéresse pour préciser, approfondir certains points. On en discutera ce soir. Pour ma part, je suis astrologue aussi depuis plusieurs années. J'ai créé l'école d'astrologie expérientielle en 2019. J'ai vraiment la passion de transmettre l'astrologie de façon expérientielle, à la fois par des expériences, on va dire, ponctuelles de rencontres avec les archétypes, comme le sommet expérientiel d'astrologie que j'ai fait en, en mars, hein, grâce notamment à Marc Brun, qui est là, merci de la Fédération des astrologues francophones et également des formations plus complètes, vraiment pour accompagner chaque personne qui le souhaite à devenir astrologue et à connaître à la fois la technique et la posture de l'astrologie, ce qui me tient le plus à cœur, la qualité de posture, de bienveillance et d'accompagnement qu'on peut avoir en tant qu'astrologue. Voilà, je suis plutôt à dominante plutonienne dans mon thème, donc j'aime bien aller en profondeur, en transformation, en intensité. Et je trouve que justement les astéroïdes sont des points d'acupuncture intéressants. J'aime bien ce côté, ce qui fait du mal pour faire du bien, hein. Donc le point d'acupuncture qui aide à libérer certaines parts de nous-mêmes. Les archétypes féminins, on en parlera ce soir concernant à la fois les femmes et les hommes. Et donc je suis très heureux de pouvoir proposer cette spécialisation qui va suivre cette conférence avec Caroline dans l'école d'astrologie expérientielle parce que j'ai aussi à cœur, tout comme la Fédération des astrologues francophones, de proposer à des astrologues de se spécialiser, d'approfondir leurs connaissances, de continuer la formation continue. Et voilà, l'enseignement de l'astrologie en France n'est pas hyper bien structuré aujourd'hui, donc j'essaie de faire ma part, d'essayer de proposer des choses qui aident dans cette direction, sur des sujets qui m'inspirent. Et ma rencontre avec Caroline, ça a été une évidence qu'on pouvait co-créer cette spécialisation, du coup, qu'on proposera à partir de la semaine prochaine. Mais ce soir, déjà, cette conférence, ça nous tenait à cœur aussi de la proposer vraiment gratuitement, à la fois pour vous et puis à la fois sur les réseaux, parce que c'est un sujet voilà, qui mérite qu'on s'y occupe. Et comme disait Caroline, c'est un sujet ouvert, un champ d'exploration. Donc on y va aussi avec humilité. Moi tout particulièrement, parce que j'y connais quelque chose, mais pas beaucoup moins que Caroline. Mais voilà, toute personne qui parle des astéroïdes a besoin de cette humilité pour dire on est en train d'explorer, de savoir. Il y a des sources anglo-saxonnes un peu plus riches qu'en français, auxquelles Caroline s'est nourrie et vous transmettra sur le fond. Tu veux ajouter quelque chose, Caroline? Non, bah juste te remercier aussi pour l'espace et tout ce qui a été facilité. Et non, je suis assez d'accord avec toi aussi par rapport à la posture d'humilité, hein.
Ce que vous allez entendre ce soir, c'est, j'allais dire, une synthèse de l'expérience personnelle et aussi de ce que j'ai synthétisé de l'ordre de la connaissance. Hein. Je pense que toujours en astrologie, on s'inscrit dans une lignée et puis on ouvre aussi quelque chose. Hein. Donc j'essaye au maximum, moi, de citer mes sources, hein, quand je peux ou quand je me souviens d'où j'ai pris. Mais je pense que pour ça, mon ouvrage, il y a quand même une bonne bibliographie aussi pour ceux que ça intéresse vraiment d'approfondir, même si c'est vrai que je reconnais que beaucoup de mes sources étaient en langue anglaise. Mm. Et un point aussi où on est beaucoup en affinité avec Caroline, c'est la rencontre directe des archétypes, pas uniquement d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue expérientiel. Et ce qui m'a touché notamment dans ton livre, c'est que justement dans cette direction de champ d'exploration, c'est un champ d'exploration collectif, et que chaque personne qui fait un pas de rencontre un peu plus vers un de ces astéroïdes féminins dont on parlera ce soir, aide la conscience collective à mieux capter, mieux saisir, mieux préciser. Enfin, en tout cas, c'est notre croyance qu'on partage avec Caroline, et je la crois, je la sens entre guillemets concrète aussi par rapport à ce que ça peut apporter. Quel est le nom du livre, Je m'en rappelle même plus, Caroline? je crois. je, Oh non, c'est pas moi qui je, le... je vais te le retrouver. la honte. Mais c'est vrai qu'il est un peu complexe. Je suis très Astrologie, attachée. Vous voyez à quel point je suis très, très attachée. L'ascendant Verseau, très attachée à sa création. Je crois que astrologie, c'est énergie. astrologie, un truc qu'ils avaient mis énergie féminine. C'est Astrologie et ça, énergie féminine. astrologie et énergie féminine, explorer les archétypes féminins de votre thème astral. Voilà, c'était ça. Voilà, donc voilà. Mais si vous voulez compléter, c'est assez complet par rapport à ce que je vais vous présenter, même si c'est toujours différent à l'oral, bien sûr. Ok. Donc ce soir, on va explorer différents sujets, hein, comme on l'avait annoncé. Et donc d'abord l'association de l'utilisation des astéroïdes féminins avec le grand retour du féminin qui se vit sur un plan plus civilisationnel. L'inscription du coup de ces astéroïdes dans un mandala du féminin en astrologie, et dont un mandala du coup à partir des énergies primordiales de la Lune et de Vénus. Les ombres et les lumières des archétypes du coup des quatre grands constituants de cette croix, et les grands principes d'utilisation des astéroïdes en astrologie. Voilà, ce qui va bien nous occuper ce soir, tous ces sujets. On prendra les questions au fur et à mesure. Donc je les glisserai à Caroline quand ce sera le moment. Et on aura aussi un temps de questions-réponses tout à la fin de la soirée. N'hésitez pas à les garder à ce moment-là. On est ouvert à toute question, remarques, voilà, commentaires aussi de votre propre expérience, bien sûr, avec les astéroïdes. Ceux qu'on ne pourra pas prendre en charge ce soir, malheureusement, c'est votre curiosité de vos placements personnels. Donc, on ne fera pas d'analyse de si j'ai Vesta ici, ça veut dire ça. C'est quelque chose qu'on fera dans les ateliers pratiques de la spécialisation, mais qu'on ne peut pas faire évidemment parce qu'il faut l'ensemble du thème. Il faut un petit peu de temps d'approfondissement sur un thème avant d'analyser une position. Caroline, comme moi, ne croyons pas dans les recettes toutes faites de Vesta en taureau égale ça systématiquement. Ça, il y a des grandes lignes, mais il faut bien sûr les appliquer dans votre thème en particulier. Voilà pour les éléments introductifs techniques et pratiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, bah, je vais laisser la parole du coup à Caroline sur le premier sujet, l'introduction générale sur comment est-ce que ces astéroïdes du coup ont été découverts et qu'est-ce que ça a pu impliquer dans la vie des astrologues et les résonances avec les mouvements civilisationnels autour du féminin. Oui, donc merci. Donc pour moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur souvent pour commencer à amener le sujet. Parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'avec les astéroïdes, on ne rajoute pas du détail astrologique dans déjà une complexité hein, de la lecture du thème? Et pour moi, ma posture, c'est que les astéroïdes, surtout ceux du féminin, hein, les quatre principaux qu'on va explorer ensemble ce soir, c'est des portes d'entrée. Hein. Et souvent, avec le langage des planètes traditionnelles, vous pouvez trouver certaines dynamiques archétypales qui disent la même chose. Seulement qu'elle a été l'approche des astéroïdes permet une utilisation de la mythologie, hein, puisque pour déterminer l'action des astéroïdes, on est beaucoup allé voir aussi leur mythologie, ce qu'on n'a pas fait forcément quand d'autres, par exemple Uranus ou d'autres, même Neptune, auxquels la mythologie des fois ne colle pas exactement. Hein.
Donc ça, c'est important, hein. Ça évite un petit peu de cette sensation qu'on va rajouter et que c'est encore du détail. Souvent, ça vient confirmer quelque chose, ça vient amplifier, comme on va le voir, la signification de la Lune et de Vénus, hein. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Moi, je les imagine un petit peu comme des rayons d'un arc-en-ciel, hein, qui ont chacune une qualité, hein. Donc voilà, ne pensez pas que c'est pour rajouter du détail et de la complexité, mais c'est aussi pour, j'allais dire, enrichir le symbolisme. Et c'est notamment souvent parti, ce que vous entendez souvent, alors souvent comme en effet dans le monde anglo-saxon, c'est ce que jusqu'à présent, on n'avait que la Lune et que Vénus pour parler du féminin, beaucoup dans un thème, hein. Au niveau de l'association avec des déesses, au niveau, hein, de Vénus et la Lune, et que l'amplification en amenant certains astéroïdes a permis de rééquilibrer quelque chose dans le thème. Et il y a un petit clin d'œil souvent, c'est que Cérès, Pallas Athéna, non pardon, Cérès, Junon et Vesta, ce sont les sœurs de Zeus, hein, donc Zeus, Jupiter, Neptune, Poséidon et Pluton, Hadès. Donc quelque part, ça remettait l'équilibre. Il faut savoir aussi que les astéroïdes, enfin le premier astéroïde qui a été découvert, c'est Cérès, hein, en 1800. Ensuite, vous avez les 4 principaux qui ont été découverts, mais à peu près, on a regardé à peu près, il y en a plus de 20 000 actuellement, hein. Et souvent, donc, on a utilisé en astrologie les 4 principaux. Et ça, c'est souvent Démétra George qui disait ça. Elle se demandait, mais comment que la découverte de nouveaux objets célestes souvent correspondent à l'activation de nouveaux centres de la conscience, hein. C'est vraiment cette reliance qui est la base quand même du langage astrologique, du micro et du macro, hein, donc d'une pensée très analogique. Et les astéroïdes n'ont pas tout de suite été utilisés en astrologie. Il faut attendre les années 70, où vous avez les premiers éphémérides liés aux astéroïdes, hein, par quelqu'un qui s'appelait Eleanor Bach, hein, je crois que c'est dans les années 70. Et c'est là où vraiment on a commencé à les amener dans les lectures de thèmes. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est de regarder le contexte quand ils ont commencé à être utilisés. Et je pense qu'on sait que les années 70 marquent aussi le début du féminisme, hein, au niveau social, où il y a dans beaucoup de pays ces avancées, en tout cas liées au mouvement féministe. Et après, il y a aussi il y a une autre entrée beaucoup plus symbolique et un peu plus complète que je pense que j'expliquerai, parce que ici, ça pourrait, comment on pourrait dire, je pense que c'est pas l'espace, et puis c'est un peu plus complexe, qui est par rapport au cycle, par rapport à des cycles de 40 000 ans, hein, qui s'expliquent beaucoup par la mythologie. Pour ceux qui aiment la mythologie, je ne sais pas si il y a un thème, hein, qu'on retrouve beaucoup, c'est le moment des héros solaires qui tuent la tête ou qui coupent la tête au dragon. On pense à Apollon qui coupe la tête à Draconia, qui était la gardienne serpent de l'oracle de Delphes, hein. Et on voit dans la mythologie, ce qui correspond aussi au changement d'ère, hein, quand on passe de l'ère du taureau à l'ère du bélier, il y a quelque chose de l'ordre de ce féminin, hein, qui est relégué dans l'ombre, hein. Et une des explications aussi de retour du féminin au niveau symbolique, c'est justement cette résurgence du féminin, pas seulement au niveau sociétal et aussi au niveau politique, mais aussi au niveau symbolique, hein. Celles qui aiment aussi Luc Biget, ou ceux qui aiment Luc Biget, on l'a aussi souvent entendu dire, hein, qu'un nouveau mythe qui est en train de s'écrire, c'est justement le mythe lié au retour du féminin. Donc le contexte aussi d'utilisation symbolique, mythologique pour moi des astéroïdes du féminin en astrologie s'inscrit aussi là-dedans. Et comme on le disait avec Boris, c'est aussi un champ exploratoire, hein. Pourquoi? Parce que ce qu'on a fait pour essayer de voir quel était l'impact astrologique de certains astéroïdes, c'est forcément en faisant des thèmes, en regardant le positionnement, en s'inspirant de la mythologie, en se disant que par cet effet de corrélation, comme la manière dont les astéroïdes ont été nommés a un lien avec leur impact astrologique, mais il y a encore tout un champ. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, j'avais réécrit justement à Démétra George en lui demandant, mais moi j'ai observé ça de Vesta. Elle me dit, vas-y, explore, parce que c'est pas... comment dire, il y a pas encore assez d'impact ou de choses qui ont été lues, hein. Donc il y a aussi tout un aspect exploratoire et de la recherche, hein, notamment par rapport au transit. Est-ce que ça a un impact en transit? Quels sont leurs impacts, hein? Il faudrait étudier et faire des corrélations de nombreux thèmes et puis de ce qui se passe aussi dans le monde, hein.
Donc, je pense Donc que c'est voilà un champ d'exploration et d'équilibrage, pour résumer, en effet, oui, qui permet à la fois de développer de nouvelles façons, de nouvelles informations dans le thème, et de rééquilibrer du coup ces archétypes qu'on utilise. Pour résumer, hein, aujourd'hui, les 10 principaux astres en astrologie, il y a que la Lune et Vénus qui parlent du féminin, en tout cas qui sont des déesses féminines. Et donc, si on rajoute les 4 principaux astéroïdes féminins, ça nous ramène déjà à 6 sur 14. C'est presque la moitié. Donc, c'est ça ce rééquilibrage dont nous parle Caroline. Et ces 4 astéroïdes principaux, donc qui sont Pallas Athéna, Cérès, Junon et Vesta, vous les retrouvez déjà, pour ceux qui utilisent Astrothème comme moi, sur Astrothème, c'est les 4 astéroïdes qui apparaissent par défaut. Donc c'est intéressant de voir que ces 4 astéroïdes-là sont déjà, entre guillemets, intégrés à la base, même si on les utilise pas toujours en tant qu'astrologue. Ils sont indiqués sur le thème d'Astrothème que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. oui. Et après, et c'est les seuls aussi qui ont vraiment des glyphes officiels, hein. Les autres, c'est aussi, vous trouvez certains glyphes, hein, il y a énormément d'astéroïdes, on le verra ça plus à la fin de la conférence, hein, auxquels on a donné beaucoup des noms de déesses, des noms de concepts, des noms de prénoms, hein. Il y a aussi une explication dans la grammaire astrologique, mais là qui est un peu plus conceptuelle, hein. Il y a eu aussi à un moment donné de poser la question, mais quelle est la place des astéroïdes par rapport dans la grammaire astrologique, et l'hypothèse de Demetra George que je développerai dans la spécialisation, c'est que ce serait des daimons. Les daimons en Grèce étaient ces intermédiaires entre le ciel et la terre, hein. Et souvent, quelque chose moi qui me fascine avec les astéroïdes dans l'astrologie, c'est que ça amène une notion de jeu, ça amène une notion didactique et très comme des petites confirmations, hein. Les astéroïdes, plus vous les placez, c'est comme si justement c'est ces diamonds qui à l'époque étaient ceux qui vous rappelaient que vous étiez bien sur le fil de la destinée que les trois moires, qui étaient les déesses du destin, avaient tissé, et qui venaient vous faire des petites piqûres de rappel. Comme par exemple, moi j'ai eu la confirmation avec les astéroïdes que j'étais fascinée par les oracles, et quand je mets tous les astéroïdes liés aux oracles, ils sont partout à des points clés du thème, hein. Donc voilà, c'est quelque chose, je sais que ça peut paraître compliqué, mais quand on est à l'aise avec ça, je trouve que c'est important de le dire, vous pouvez vraiment vous amuser. C'est-à-dire que c'est vraiment très fascinant, étonnant, très drôle, très surprenant, hein. Comme Et oui, si c'est on a, ça. voilà, c'est aussi cette partie ludique quand même qui est importante, mais il faut comme tout, en astrologie, toujours passer quand même par un côté un petit peu plus technique, hein. J'allais dire un petit peu plus vierge pour laisser l'intuition du poisson descendre, hein. C'est ça. Et pouvoir jouer Euh, ensuite aux petits Gémeaux et voilà, s'amuser à placer exactement. des déesses, des prénoms, des concepts, comme tu dis. Et comme il y a l'éros, mais il y a aussi l'avidité, il y a aussi, tu disais, par exemple, dans une vie, quand on a un prénom qui résonne fort dans notre vie, ben, on peut regarder l'astéroïde qui a ce prénom. Mm, mm. L'astéroïde Caroline, par exemple, je l'ai pas placé dans mon thème, mais la fois que je regarde. Bah oui, non, je disais, Reg- moi c'est ma fille qui s'appelle Sophia, je ne savais pas, Sophia est conjoint à sa lune. Voilà, Voilà, par à exemple, c'est... l'ascendant, à l'ascendant. Parce qu'elle a la lune à l'ascendant. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Il y a aussi des villes, il y a aussi des Oui, pays. on nous dit Voilà, dans moi le j'ai chat, pas, c'est des... voilà, j'ai pas placé le Guatemala, je devrais peut-être regarder où il est. Non, Oui. voilà. Donc voilà, c'est Euh, comme des petits, comme tu dis, des petits points, des petits jeux, des petites mm, informations, mais qui sont finalement des traces en effet célestes, hein, comme tu dis, de notre destinée. Et c'est intéressant de les intégrer parfois sur certaines symboliques qui nous échappent, si on passe que par les gros archétypes dominants, entre guillemets. On dit qu'il y a des métiers aussi? Ah, je bah, savais pas. moi, je sais que j'avais placé récemment, comme je suis fascinée par Jung, j'ai placé Jung. Quand j'ai vu qu'il était Oui, conjoint à mon Mercure, je me suis dit, c'est bon, je peux acheter les œuvres complètes. Voilà, donc voilà, je me suis dit, c'est bon, je peux y aller, hein. bon voilà, Moi, ce il y a un on petit peu m'avait de... dit aussi, il y a des métiers, il y a des concepts, hein. On le verra un petit peu où il y a photographie, enfin, ça, je pense on le verra par la suite. Ah oui, Euh, c'est parce que photographie, c'est une muse, c'est pour ça que c'est pas un métier, mais c'est une des muses d'Apollon, c'est ça. mm. Non, Donc, photographie, non, c'est juste le concept. Il y a Photographica, il s'appelle, ah, hein. ah oui, d'accord. Ok, en Mm. plus, c'est ça, c'est il y en a 26 000 donc, aujourd'hui. Donc, imaginez, il y a beaucoup de choses différentes et c'est intéressant de pouvoir les utiliser chacun à Voilà. notre façon. Mais comme Ok, je le rappelle, et je pense que c'est important, c'est vraiment des portes d'entrée où la base liée aux planètes traditionnelles reste quand même
la grande dynamique du thème, hein, ça vient compléter quelque chose, ça vient éclairer, ça vient ouvrir un symbolisme différent, ça vient dire quelque chose. Hein, c'est ce qu'on verra. Pour moi, il n'y a pas forcément... Il y a souvent aussi cette question, est-ce que les astéroïdes ont des régences de nouveaux signes? Non, pour moi, il y a plus des affinités. Hein, Vesta peut être, par exemple, en affinité. Parfois, on la relie à l'axe taureau-scorpion. Il y en a qui la relisent à la Vierge. Mais il n'y a pas vraiment... C'est comme tout. Ça, c'est des... Enfin, le système de régence, c'est un système ancien. Les astéroïdes viennent montrer qu'il y a des affinités, mais ils ne viennent pas remplacer les autres planètes au niveau du système des régences et des maîtrises. Ça, c'est aussi important. Peut-être que je peux passer au mandala du féminin. Mais tout à fait. Alors, le mandala du féminin, en fait, c'est quelque chose... Alors, c'est de Demetra George, mais c'est basé surtout sur une des premières disciples de Jung, hein, qui s'appelait Toni Wolff. Et en fait, quand elle a étudié justement les énergies féminines, en astrologie, on part toujours de la Lune, c'est-à-dire que la Lune reste le grand principe indifférencié. Hein. Comme je vous le disais, à un moment donné, il y a eu toutes les déesses un petit peu de l'ombre ou lunaire qui ont été, j'allais dire, qui sont revenues un petit peu dans l'ombre. Donc la Lune reste le grand principe et Vénus serait l'expression active de ce principe féminin. Hein. Vénus est l'expression active et les 4 astéroïdes féminins sont j'allais dire, des facettes de comment vous allez utiliser l'énergie sexuelle et créative de Vénus. Hein. Donc vous pouvez même les positionner, j'allais dire, au niveau de l'affinité. Hein. Je ne dis pas du tout que ça remplace les 4 points cardinaux de notre thème de naissance. Hein. Mais donc, dans un premier temps, quand on s'approche d'un thème pour regarder justement les archétypes du féminin et donc les astéroïdes du féminin, on va bien sûr regarder ce que font Vénus et la Lune. Quels sont leurs aspects, leurs positions, leurs maisons, quelle dynamique ou quel archétype. Hein. Ce n'est pas la même chose d'avoir une Vénus qui veut de l'intimité et une Lune qui veut de la liberté ou vice-versa. Souvent, les astéroïdes vont nous aider à redire la même chose en affinant quelque chose. Hein. Donc, ensuite, c'est comme si vous aviez donc le grand cercle, on pourrait dire, c'est la Lune. Hein. Vénus est au centre. Et ensuite, ça va être comment on va utiliser cette énergie. Donc, Vesta on l'associe parfois à l'archétype de la prêtresse. Donc, ça, c'est aussi quelque chose, peut-être une petite parenthèse qui est importante. Un archétype va s'exprimer en astrologie par des images archétypales, par des déesses planétaires. Hein. Là, pour nous, de par notre tradition, c'est gréco-romain. Hein. Mais l'archétype de la prêtresse peut totalement être relié aux prêtresses d'Avalon, à ces femmes oracles. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, Vesta, c'est l'image archétypale de la prêtresse. Hein, mais c'est pas fort. On fait une association, des fois, dans notre langage, on dit c'est l'archétype, mais c'est un petit peu... Si vous prenez les Jungiens puristes, il vous direz que c'est faux. Hein. L'archétype est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, mais il s'exprime au travers d'images. Hein, et au travers donc de ces déités. Et donc Vesta, elle va utiliser l'énergie sexuelle et créative de Vénus au service de la régénération du soi. Hein. Donc quelque part, vous pourriez la positionner sur l'ascendant. Hein. C'est celle, on le verra, hein, je vous donnerai à chaque fois une ombre et une qualité dans la deuxième partie liée à cet archétype. Hein. C'est ce qu'on appelle souvent la gardienne du feu sacré. Hein. Pourquoi elle garde quelque chose, hein. Elle a cette idée de centre, hein. Et elle va s'équilibrer, donc elle va s'équilibrer, ce qu'on décrirait en langage astrologique, ou s'opposer à 180 degrés avec Junon. Junon, c'est Héra. Hein. On connaît plus Héra que Junon, hein, mais c'est non grec ou non romain. Hein. Junon, elle, au contraire, elle utilise l'énergie créative et sexuelle de Vénus dans le lien à l'autre. C'est-à-dire qu'elle met cette énergie au service de la gardienne du mariage, de la gardienne des engagements. Hein. Donc, on verra comment les deux s'équilibrent, mais aussi des fois sont en opposition. Hein. Dans un thème, quand vous les avez ensemble, hein, il y a quelque chose qui a besoin d'avoir du temps pour soi, et puis il y en a une autre qui aime des fois être en lien avec l'autre. Donc, on voit un dilemme intimité-liberté hein, se profiler à l'horizon. Hein. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui. Donc, Junon, on pourrait la placer sur le descendant. Hein. Donc ça, ce serait la première, j'allais dire, ligne qui décrirait une horizontalité entre nous et l'autre. Et vous avez ensuite l'autre axe, qui est l'axe de Cérès et Pallas Athéna. Donc, Pallas Athéna, c'est celle qui utilise l'énergie créative et sexuelle de Vénus, hein, comme dans sa mythologie où Pallas Athéna est née de la tête de Zeus. Donc, au service, c'est l'intelligence créatrice, Pallas Athéna.
qu'on associe souvent à l'archétype de l'Amazone, même si Pallas Athéna n'est pas à proprement parler une Amazone, mais, elle fait partie de ces femmes guerrières, indépendantes, qui régnaient à l'Olympe, qui renonçaient au mariage. Hein. Je vous ai pas dit, Junon, voilà, l'archétype, je pense, c'est de l'épouse. Vous entendez parfois la reine sacrée, l'épouse sacrée. Enfin, il y a tout un mystère aussi sur Junon. Dans la mythologie, elle a très, très mauvaise presse. Quand vous lisez la mythologie de Junon et Héra, vous vous dites, c'est pas possible, il y a un truc qui est louche. À quel point ils en ont fait cette femme dans l'attente, qui est jamais contente, alors qu'elle est représentée, qu'elle est très, très royale, hein, elle est très, très souveraine. Mais bon, ça, il y a des explications mythologiques assez intéressantes. Et ce qui équilibre Pallas Athéna, c'est Cérès. Alors Cérès, pour le coup, hein, c'est Cérès ou Déméter, hein, on la connaît plus sous son nom de Déméter. Elle utilise l'énergie créative et sexuelle de Vénus pour accoucher de quelque chose. Hein. C'est le lien à l'attachement, c'est l'aspect nourricier. Hein. Cérès souvent nous aide, donne des indications supplémentaires sur la Lune dans un thème. Hein. Souvent, c'est peut-être un des plus difficiles à saisir dans son rapport à la Lune, hein, puisque c'est des archétypes de grandes déesses mères, donc très fertiles, très nourricières. Hein. Et moi, ce que j'ai rajouté, donc ça, c'est le mandala comme vous le trouvez dans ce qui m'a été transmis. Et je me suis permis, hein, parce que je pense, comme je vous dis, on prend la lignée, puis on ajoute à chaque fois, quelqu'un ajoute sa petite touche, et puis ainsi de suite, je pense. Tout ce qui est ce que j'appelle les déesses de l'ombre. Donc, vous avez un astéroïde lié à Lilith, vous avez Circé, vous avez énormément d'astéroïdes liés à ces femmes, souvent des enchantresses, des sorcières, qui ont une très, très grande ambiguïté dans la mythologie, hein, des Médées qui sont fascinantes. Et moi, quelque chose, je pense que pour beaucoup peut-être d'entre vous qui font de l'astrologie, s'il y a un point astrologique actuellement qui fait énormément débat ou qui est très complexe, c'est la Lune noire. Hein. Vous avez la Lune noire française, vous avez la Dark Moon des Anglais, vous avez l'astéroïde Lilith, vous avez la Lune noire corrigée, la Lune noire moyenne, la Lune noire vraie. Hein. Et je trouve que ce que ça exprime, c'est que c'est une énergie archétypale qu'on a encore beaucoup de mal à intégrer. Donc c'est pour ça que je l'ai placée hors du mandala. Alors, il y en a qui pourraient me dire, mais Lilith, de toute façon, comme elle a cette dimension d'exil, elle est une outsider, donc peut-être qu'elle y restera. Ou est-ce que notre société doit l'intégrer? Ça, je laisse à chacun de faire ses propres, j'allais dire, réflexions. Hein. Mais c'est un petit peu justement la base, hein, si vous voulez, c'est les différentes énergies qu'on va utiliser, sachant qu'il y a quelque chose qui est aussi très important à préciser, c'est que on sait très bien que la difficulté, c'est de toutes les équilibrer en nous. Hein. Comme les 12 signes du zodiaque, on les a tous en nous. Donc, l'identification à un archétype, c'est toujours, comme vous direz les Jungiens, le risque d'être possédé par l'archétype, et c'est le délit du bris qui vous fait vous casser la gueule à la fin. Donc, même si on a des affinités souvent avec un archétype, l'ombre, ce serait de vraiment s'identifier pleinement, de dire je ne suis que ça, je ne suis que ça. Hein. Ce qui est très riche souvent quand on regarde un thème, c'est de voir comment ça dialogue ensemble. Hein, puisque vous l'aurez compris, elles ne veulent pas forcément toutes la même chose. Hein, et donc, c'est ça, des fois, qui peut créer des tensions, hein, qui donnent souvent des très grandes clés, je trouve, dans les relations amoureuses ou dans le besoin, par exemple, à Pallas Athéna qu'on a de passer du temps à créer. Et comme Pallas Athéna croit qu'elle se coupe de son cœur et qu'elle ne peut pas, au contraire, passer du temps, j'allais dire, plus dans Junon. Hein, et suivant les positionnements dans le thème et l'analyse dans le thème, ça donne des clés, comme je vous l'ai dit, qui pourraient être regardées si quelqu'un avait Saturne, carré, je ne sais pas, conjonction Mercure-Vénus. Hein. Donc voilà, ça c'était important peut-être de le dire. Pardon, je suis partie. Non, c'est super, merci beaucoup, Caroline. J'aimerais souligner 3 points qui sont pour moi aussi importants pour montrer que cette étude des astéroïdes s'inscrit dans la lignée de l'astrologie en général. 3 principes qu'on retrouve dans l'astrologie et qu'on vous transmettra pendant la spécialisation, c'est que, premier point, on fonctionne dans l'analyse astrologique par éléments concordants. Donc s'il faut un certain nombre d'indices concordants pour avoir une conclusion, plus ou moins affirmée. Et donc on voit grâce aux astéroïdes que ça rajoute en fait des indices, des éléments concordants. Mais comme disait très bien Caroline, on reste sur une analyse globale, avec les grands archétypes. Simplement ça rajoute des éléments plus précis qui peuvent venir confirmer certaines hypothèses ou au contraire les infirmer ou les préciser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça reprend la thématique des axes, qui moi personnellement me tient très à cœur.
c'est les axes du zodiaque, donc qui s'équilibrent, hein, comme le taureau et le scorpion, par exemple. Et donc là, ces astéroïdes principaux, ces quatre astéroïdes principaux se retrouvent en axe, en équilibrage, et je trouve que ça répond à l'un des principes essentiels de l'astrologie, qui est de trouver cet équilibre. Et du coup, le troisième point, qui est en effet de pourquoi est-ce qu'il y a cette tension d'équilibre entre archétypes, c'est pour justement qu'on ne puisse pas s'identifier à un seul archétype, puisque un seul archétype nous mettrait en déséquilibre sur cet axe et nous empêcherait de déployer tous les potentiels de l'axe, par exemple, comme tu disais, entre Junon et Vesta, de l'axe de l'équilibrage entre centré sur moi, centré sur l'autre. Euh, pour résumer un peu grossièrement. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez des questions pour préciser un petit peu on ne connaît pas forcément votre niveau aussi de connaissance en astrologie, hein, donc peut-être que pour certains, des notions comme le descendant ou le fond du ciel, ça peut être nouveau aussi. Sachez que ça parle on parle là du mandala, qui est la structure en fait du thème, les maisons angulaires, hein, donc descendant, ascendant et fond du ciel, milieu du ciel. Il y avait une question tout à l'heure de Marlène qui demandait est-ce qu'il y a un rapport avec les étoiles fixes? Non. Attends. Euh, non, 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 pas forcément. Je sais que en fait, dans la tradition ésotérique, des fois, on entend parler de Vesta comme étant avec Hélios, une des gardiennes. Mais je pense que c'est un autre niveau. Ils font pas référence au même objet. Alors peut-être au même principe, hein, parce que Vesta elle a cette dimension de gardienne. Après, moi, les étoiles fixes, je les utilise beaucoup en astrologie par rapport à quelle étoile se lève, par rapport à quelle planète, hein, Heliacal Rising, je ne sais plus comment on dit en français. Donc j'imagine que les astéroïdes, vous pouvez faire la même chose. Hein, ça, c'est un champ d'exploration. Si quelqu'un veut mélanger les astéroïdes qui se lèvent avec telle étoile fixe à qui ça correspond, allez-y. Hein, par contre, étudiez bien les étoiles fixes et étudiez bien les astéroïdes. Et puis après, voilà. En Mais tout cas, a comme tout, priori, non. Oui. A a priori, il n'y a pas, il y priori, a pas, non. il y a pas de lien. C'est juste que c'est, en effet, le seul lien, ce serait que c'est des éléments secondaires qui peuvent rajouter des éléments concordants. Voilà. Voilà, Et exactement. c'est pas la même nature. Moi, je préfère dans la grammaire astrologique utiliser les astéroïdes comme cette idée de daimon, c'est-à-dire de petite, quelque chose qui vient vraiment vous rappeler, qui vient vous piquer, comme on disait, pour vous donner une sorte de petite confirmation. Hein. C'est pour ça que souvent, l'interprétation de l'astéroïde en astrologie est différente de celle des planètes où il y a énormément d'arborescence. Hein. Là, il y a quelque chose de plus... c'est pas que c'est plus littéral, mais c'est alors peut-être moins pour les quatre, mais ensuite pour les autres, quand vous placez Photographica, vous n'allez pas faire une analyse d'un livre sur l'astéroïde Photographica. Non, vous avez Vénus photographie, peut-être que vous aimez la photographie, peut-être qu'il y a quelque chose avec la photographie, voilà. Peut-être que vous vous mariez avec un photographe comme John Lennon qui avait sa Vénus conjoint au Japon. Bon, il vivait pas au Japon, mais il était marié à Yoko Ono. Hein, voilà, voilà, Donc, c'est plus des petits. Moi, je le vois plus comme des petits clins d'œil. Hein, une autre voilà. question, Sophie qui nous dit que Roland Legrand, donc un astrologue, relie Vesta à la balance et elle ne comprend pas trop pourquoi. Moi non plus, mais C'est vrai que c'est étonnant. peut-être que c'est étonnant. Après, peut-être il y a quelque chose aussi, Vesta, dans sa dimension peut-être de gardienne, d'équilibre. Il doit savoir. Je sais pas pourquoi, donc Il faut je lui pourrais demander. pas. Voilà, j'allais dire, je pourrais pas infirmer pourquoi, mais je sais qu'il y a une tradition comme ça qui reliait Vesta, mais c'est peut-être pas basé sur l'aspect mythologique de Vesta, mais il doit sans doute y avoir c'est un peu comme dans un mythe, vous avez plusieurs versions d'un mythe et finalement à la fin ça vous permet de comprendre la totalité de l'archétype. Donc j'imagine qu'il n'y a pas quelque chose qui est faux ou vrai, mais ça doit être sans doute une porte d'entrée qui jusqu'à ce jour ne m'est pas connue. Hein, voilà, Et qui est je différente dirais comme ça. et qui est différente de la structure du coup du mandala que présentait Caroline, Voilà, puisque Junon se retrouvant en descendant, elle est associée à la balance naturelle. oui, Et, et justement, Luna demandait fond du ciel, milieu du ciel. Donc fond du ciel, c'est Cérès, Cérès. puisque et elle a très bien montré, Caroline, avec ses mains, Et c'est oui, pardon, je n'ai pas dit. Et l'énergie. Si, milieu si, du ciel, tu c'est l'as quoi? dit. Ah bon, je sais plus. Tu l'as dit et tu l'as même montré. J'aime bien ce côté physique, justement, que l'énergie de Vénus monte dans la tête, dans le milieu Mais du c'est mon ciel, taureau, ça. avec, Pallas Athéna, et descend du coup plus dans Ouais, le bassin, hein, l'utérus créateur de Cérès, hein, qui est bien sûr Cérès Déméter, hein, euh, oui. Après, déesse pareil, ça de, veut pas. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. non, je dis déesse de fertilité. Et ce que j'aime bien, moi j'aime bien aussi l'astronomie
j'ai vu passer des nouvelles astronomiques il n'y a pas si longtemps qui disaient que Cérès était la planète, un des éléments du système solaire où il y avait le plus de chances que la vie puisse se développer. Donc j'aime bien ces petits clins d'œil, quoi. Donc, c'est vrai que Mm. c'est une planète fertile, Oui, après, il y en a potentielle. qui disent que tous les astéroïdes seraient nés de l'explosion de Cérès, que lorsque Cérès, que Pluton a été déclassé et que Cérès finalement est revenu à un autre rang, bah ça, par rapport au mythe de Déméter et Perséphone, où Perséphone est enlevée par Hadès, donc Pluton, ça remet l'équilibre dans nos sociétés, hein, par Donc rapport à tout ce qui est... Mais bon, donc je précise les déclassements dont parle Caroline, c'est sur les catégories d'astres, hein. Cérès est officiellement une planète naine pour les astéroïdes. Elle a été donc sortie du rang d'astéroïde pour être une planète naine, et Pluton a été déclassé de planète à planète naine. Et donc il se retrouve dans la même catégorie, entre guillemets, d'astres, et ce qui est en effet très intéressant par rapport au mythe de Cérès, Perséphone et Pluton, Hadès. Ok, bon, Ophélie, ça lui parle bien apparemment, hein. Ça te croit, ça lui sonne comme une évidence et ça fait plaisir que ça te parle. On va continuer du coup avec les ombres et les lumières de chaque archétype, oui. justement. On Mm. va dire une ombre et une lumière, sinon on va y passer la soirée. Voilà, Une ombre et une lumière. voilà, j'ai choisi une ombre et une lumière. Alors, j'ai mis des mots. Donc, je vais commencer par Vesta, hein. Euh, donc, Vesta, c'est souvent Vesta, vous allez la retrouver aussi. Alors, il y a une dimension très intéressante des astéroïdes que j'ai pas forcément le temps de développer ce soir, qui est aussi très liée à la sexualité, hein. Vesta, Junon, Vesta est un indicateur aussi souvent lié à la sexualité. Pourquoi? Parce que c'est l'ambiguïté de la Vierge et de la putain, Vesta. Quand vous regardez sa mythologie, on connaît les Vestas à Rome, hein, c'était ces Vestales, mais elles étaient vierges. Mais quand toujours vous tracez dans les mythes et vous remontez à l'époque pré-hellénistique, les Vestas, c'était des femmes initiatrices, hein. C'était ces femmes qu'on retrouve, ces prostituées sacrées, hein, qui régénéraient l'énergie. Justement, il y a certains livres, moi je vais souvent chercher des livres plutôt historiques ou mythologiques, où on explique justement qu'elles régénéraient l'énergie une fois que les hommes revenaient du combat, les guerriers, ils passaient dans les temples, hein, et elles régénéraient l'énergie. On les connaît aussi liées aux prêtresses d'Inanna, hein. Donc, une des ombres de Vesta va être liée à cette ambiguïté, hein. C'est que Vesta, comme elle a une très très grande dévotion, quelqu'un qui avait une forte Vesta, si on pense que son thème est bon, c'était Thérèse d'Avila, hein. Vous savez, c'est folle du Christ, hein, très dévouée au divin, au principe du divin, hein. Donc, une des ombres de Vesta, c'est aussi l'enfermement, c'est-à-dire c'est de rester dans sa tour d'ivoire. Il y a quelque chose de tellement vierge et une telle dévotion au sacré, au divin, que le monde extérieur devient difficile, hein. C'est un petit peu je sais pas ce qu'on fait, moi j'avais eu à l'école la Tennessee Williams, la ménagerie de verre, ça me fait un peu penser à ces idées-là, Vesta, hein, ou que vous retrouvez aussi dans les prêtresses d'Avalon avec souvent des femmes qui ont un don de seconde vue, hein, mais qui ont des difficultés, j'allais dire, dans le monde quotidien, hein. Et quelque chose aussi qu'on verra qui est très fort avec Vesta, c'est que au niveau de notre société moderne, c'est très difficile d'exercer Vesta. Soyez astrologue, faites des choses comme ça, mais sinon, les gens souvent qui ont une qualité de Vesta, hein, donc pour celles qui savent leur thème, si vous la voyez par le milieu du ciel ou maison 10, des fois, ça donne des clés, hein, de comprendre aussi, mais comment j'habite Vesta dans le monde, hein. Par contre, une des qualités, donc forcément, hein, l'ombre et la lumière, c'est au même endroit. Pour moi, Vesta, c'est la gardienne de la présence, hein. Et c'est là où je lui vois des affinités avec Saturne, dans sa dimension, on pourrait dire peut-être plus, même si Saturne n'est pas, et aussi, mais dans cette capacité, alors c'est mes mots à moi, hein, après chacun, vous pouvez développer ou tisser un lien, hein, c'est ce qui est beau avec les astéroïdes, le lien en lisant sur leurs mythes, même si je sais que sur Vesta, vous n'allez pas trouver une mythologie très complète en tapant Vesta sur Internet, vous allez trouver beaucoup plus lié à Hestia, mais c'est la gardienne de la présence, de la verticalité. C'est celle qui nous rappelle, hein, dans son aspect vierge, prostituée sacrée, qui existe un espace de pureté en nous, hein, qu'il y a quelque chose qui n'est pas pénétrable par l'autre ou par l'extérieur, hein. Et je trouve que surtout actuellement, en ce moment, Vesta est en cancer, hein, et vu la situation du monde, c'est aussi une invitation à rentrer dans un espace, hein. Et certains, je sais que Vesta est associée à Hestia, la déesse du foyer, mais quand on voit au niveau du symbole, c'est surtout qu'elle maintenait la flamme allumée en elle, hein. Donc c'est vraiment allumer quelque chose, hein. Voilà, donc l'ombre va avec forcément
aussi la qualité, hein, c'est qu'à force de rester tellement centré, bah, on a du mal, et c'est Junon justement des fois qui aide Vesta, c'est à se laisser décentrer, hein. Et là on va voir que pour moi c'est une des qualités justement de Junon, qui est par Junon. Et pourquoi je dis c'est une qualité d'être décentré, et là je m'inspire plutôt d'une étude sociologique d'une Française qui s'appelle Eva Illouz, qui dit qu'un des grands problèmes de notre société, le monde moderne et de l'amour, c'est que personne ne veut se laisser toucher par l'autre. Quelque chose où elle dit, voilà. Bon, je vais passer, là, je vais me décentrer aussi, hein. Mais Junon, c'est la gardienne du mariage, des engagements, donc c'est cette capacité à tisser des contrats aussi, hein. On verra qu'elle a une importance, en effet, liée aux relations amoureuses, mais elle est aussi souvent le lieu où on va tisser un contrat, et je pense que dans sa dimension initiatique, elle parle aussi de ce fameux mariage alchimique, hein, de cette réunion des opposés en nous, hein. Mais quand on la vit dans la relation à l'autre, moi je vois des personnes souvent qui ont Junon à l'ascendant, qui ont des placements Junon-Saturne, Junon-Capricorne. Souvent, il y a des couples qui sont là depuis longtemps, hein. Même Pluton-Junon, hein, aussi. Mais Pluton-Junon, si on prend l'astrologie évolutive, Pluton étant l'âme, je pense qu'il y a des mémoires aussi de Junon. L'ombre de Junon, bah, vous avez qu'à ouvrir n'importe quel mythe, vous tapez les colères d'Héra ou les colères de Junon, elle se venge, elle attend, elle fait les 400 coups, elle rentre dans les colères, hein. Donc c'est un peu, j'allais dire, Junon, c'est l'ombre de ce qu'on nous a vendu. Alors il y a toute une explication aussi mythologique, hein, qui vous dit que Junon auparavant était liée à Vesta, mais que quand elle a pris Zeus comme époux, elle a oublié Vesta, hein. Donc c'est pour ça qu'elle s'équilibre. Et Junon, c'est l'ombre du mariage moderne, on pourrait dire, hein, lié à son lot d'attente, d'impatience. Vous pouvez les retrouver dans les lectures de thèmes aussi, quand il y a des divorces compliqués, quand il y a les enfants au milieu, quand il y a du chantage, quand il y a de la manipulation. Enfin, tout l'ombre de ce qu'on sait du couple moderne, souvent, c'est lié à Junon, hein. Et forcément, comme on l'a vu, comme c'est une polarité, bah, quel est peut-être un des problèmes de Junon, c'est qu'elle oublie Vesta, donc elle oublie d'allumer sa flamme et de rester centrée en elle-même, hein. Et peut-être que Vesta a besoin aussi d'apprendre de Junon pour oser faire l'expérience sans se décentrer, en gardant sa flamme allumée, de rencontrer une autre flamme aussi allumée, hein. Mais pour moi, je vous le dis, moi je trouve toujours que je me dis Junon, c'est celui qu'on doit relooker dans la modernité. Mais c'est pas possible qu'on en ait fait. Moi, quand justement j'ai dû écrire le livre, j'étais là, les qualités de Junon. Je faisais page blanche, quoi. Les qualités de Junon, les qualités de Junon. Bon, après, on parle toujours aussi depuis son thème, hein. Je disais, mais quelles sont les qualités de Junon, hein, Oui, voilà. et pourtant, on peut, si on reprend juste la tradition picturale, les grandes peintures, elle est plutôt valorisée dans la peinture classique, Exactement. Héra Junon. Et c'est intéressant de voir comment ça a été déformé plutôt sur le plan du mythe et de ce qu'on en dit, quoi, et de ce qu'on en capte. Bon, on dit que le mythe de Junon et de Héra et de Zeus, hein, Junon et Jupiter, ça instaure vraiment la société comme on la connaît occidentale, avec le mariage monogame, hein. Il y en a certains, vous retrouvez dans la mythologie, on dit même que le mariage aurait duré 300 ans, et c'est le temps d'absorption de la nouvelle culture par l'ancienne culture, hein. Mais ça, je vous le développerai plus en détail pour ceux que ça intéresse la semaine prochaine, enfin quand on fera les ateliers, hein, parce que c'est vraiment fascinant, mais sinon je crois que je vais me perdre. Voilà. Donc, je pense que là, on saisit bien aussi par rapport à ça. Ensuite, donc, on va parler de l'axe Pallas Athéna Cérès, hein. J'aime beaucoup parler en axe, puis après, je vous montrerai aussi une autre manière de lire. Pallas Athéna, une de ses ombres qui est propre à beaucoup d'Amazones, c'est de se couper du cœur, hein. Pallas Athéna, vous savez qu'elle porte des fois, vous la trouvez, alors on le verra, il y a toute une symbolique aussi de Pallas Athéna liée aux déesses de l'ombre, hein, puisque Pallas Athéna porte sur son cœur une armure avec la tête de la méduse qu'elle a fait décapiter par Persée. Vous savez, souvent, vous le voyez, il y a cette femme à plein de serpents quand vous regardez Athéna. Alors, Pallas Athéna, c'est le nom qu'on utilise, hein, en astrologie, mais c'est la même personne, hein. Souvent, on la connaît comme Athéna ou Minerva, hein, nom grec, nom romain, hein. Donc, un des grands défis, moi je dis toujours, Pallas Athéna, c'est la Wonder Woman des temps modernes, en fait, hein, où il y a cette indépendance farouche, mais elle a souvent l'impression qu'elle doit sacrifier le cœur, hein. Démétra George disait quelque chose de très très beau, elle dit Pallas Athéna, c'est la jonction de l'axe Lion-Verseau. C'est comment justement dans la lumière, vous utilisez votre créativité, donc du lion, qui va être au service du collectif. Pallas Athéna, vous la retrouvez
dans les grands... quand il y a eu dans les politiques publiques, c'est souvent Pallas Athéna, vous les retrouvez dans les thèmes d'écoféminisme, d'activistes. Hein. C'est souvent une figure qui a besoin d'impacter le monde. Hein. Donc, dans sa lumière, c'est une très grande visionnaire. Et là, on reprend la mythologie de Pallas Athéna qui a amené la civilisation, qui a amené les outils, qui a amené le tour du potier, qui a amené, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle pour le cheval. Hein. Elle est très visionnaire. C'est aussi, bon, il y a d'autres mystères. Il y a Pallas Athéna, on la retrouve dans la, voilà, je m'étends pas plus, déesse du soin et toutes ces choses-là. Hein. Mais elle se coupe, hein, on pourrait dire aussi vraiment, elle monte l'énergie de Vénus au service de la tête. Donc, c'est peut-être la moins vénusienne dans ce sens-là. Hein. Vous savez, les archétypes des Amazones, on retrouve aussi parfois Artémis. Il y a ce côté beaucoup plus wild, sauvage, qui n'appartient qu'à elle-même, cette indépendance farouche. Hein. Alors qu'en face, vous avez Cérès, qui, elle, au contraire, nourrit énormément l'autre. Donc, je ne sais pas aussi si vous voyez que sur chaque axe, il y en a une qui est vierge, c'est-à-dire qui contient son énergie pour elle-même, alors que l'autre, que ce soit Cérès ou Junon, c'est beaucoup dans le lien à l'autre, hein, que ce soit l'enfant, les créations ou l'époux, ou en tout cas le conjoint. Hein. Donc, Cérès, alors pour moi, on le verra dans la spécialisation, mais quand on place Cérès, il faut placer les astéroïdes Perséphone, Prospérina, parce que vous racontez le mythe. Hein. Cérès, tout l'ombre de Cérès, vous le retrouvez, pas tout le temps, mais c'est souvent un indicateur de tous les troubles du comportement alimentaire, hein, au niveau psychologique. Cérès qui était une déesse agraire. Alors, dans certains signes, hein, quand elle occupe certains signes, il y a vraiment une signature très forte, souvent, de personnes affectées par des troubles du comportement alimentaire. Elle nous parle forcément du lien attachement-détachement, avec la difficulté du détachement. Hein. Cérès et Perséphone, au début du mythe, elles sont dans une sorte d'idéal fusionnel. Hein. Et donc, il y a toutes ces difficultés-là, parfois, d'accepter que nos créations ou nos enfants vivent des choses difficiles ou compliquées, tout le rapport à la mère. Hein. Comme je vous le dis, vraiment, Cérès, c'est un indicateur de plus sur la Lune. Hein. Donc, il faut vraiment le voir comme ça. Ça donne encore plus d'informations sur la Lune dans cet aspect très mythologique, très parent-enfant. Hein. Oui, dans notre Et rapport à notre mère aussi. Hein, dans notre rapport à la mère, ouais. Bah, souvent, quand vous avez un mythe, quand je dis comme ça, c'est quand dans le thème, il y a une sorte de signature où il y a la présence, et c'est ce que je vais expliquer ensuite par rapport aux caractéristiques. Soit on s'identifie à Cérès, soit on s'identifie à Perséphone. Il y a des personnes qui, même si elles ont une forte Cérès, c'est beaucoup plus Perséphone. Hein, le côté de la jeune fille, justement, l'impression de rencontrer Hadès, hein, dans nos relations. Hein, mais la lumière de cet archétype, c'était Cérès et Perséphone étaient les gardiennes des mystères de l'Hésis, qui étaient les mystères de la mort et de la résurrection. Donc c'est vraiment cette grande capacité de passage, hein, de rite de passage. Hein. Et des fois, vous retrouvez ça aussi dans l'aspect lié à la mythologie de Cérès et de Perséphone. Hein. Elle nous parle aussi de ces grands rites, de moments de grande transformation aussi. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, on l'a pas dit tout à l'heure, mais parce que c'est comme une évidence pour nous, mais ces archétypes, bien sûr, parlent autant aux femmes qu'aux hommes. Oui, c'est ce que oui. Et donc, de Cérès, c'est la mère, mais c'est aussi qu'est-ce que je materne et comment je materne et en tant qu'homme, je veux dire. Et donc, c'est vraiment à décorréler du côté homme-femme. Les hommes peuvent être très Vesta ou très Cérès ou tout comme les femmes peuvent être très jupitériennes ou très plutoniennes. C'est Oui. évidemment Bah, identique. c'était Vesta qu'on peut utiliser. Ensuite, c'est des indicateurs, hein, dans les thèmes. Vesta peut être, surtout quand il y a certaines configurations avec Saturne. Des fois, il y a certains, comme je vous le disais, liés à la sexualité, liés à l'ambiguïté de la Vierge et de la putain, liés à cette capacité aussi de pouvoir se régénérer soi-même. Hein. Donc, des fois, les hypothèses même de Vesta en transit, c'est des moments sur Vénus ou sur un des angles du thème, peut être des moments où on a besoin de régénérer l'énergie. Mais chez un homme, c'était parfois indiqué comme un indicateur dans le thème de ce qu'on appelle le don Juan, hein, de quelqu'un qui n'arrivait pas. Vesta, si vous reprenez la mythologie de Vesta, il y a ces anciennes initiatrices et ces prêtresses, elles sont fidèles avant tout à leur verticalité. Donc jamais dans les rites, j'allais dire amoureux, ou dans les rites sexuels, elles ne se décentrent. Hein.
Donc, c'est des métrageurs, c'est quelque chose d'intéressant. Pour saisir Vesta, vous devez aller au-dessus de la morale. Hein. Et souvent, elle peut expliquer, alors ça, moi, je l'ai vu vraiment dans la pratique et je vous le raconterai, ces relations un peu mystérieuses. Hein. Elle est vraiment, Vesta et Junon, quand vous les placez en synastrie, c'est souvent des clés, je trouve, qui donnent une autre dimension qu'on ne voit pas forcément avec les indicateurs traditionnels de Mars et Vénus, Saturne, Uranus. Parce Hein. que la morale, elle est du côté de Junon, hein, évidemment. Bah, De Junon, l'autre côté, ouais. Junon, oui, voilà, il y avait des temples où les gens, une fois qu'ils avaient, s'ils voulaient, ils avaient des problèmes de. Junon, elle a je ne sais pas combien d'épithètes dans la mythologie. Hein. Elle a énormément de qualificatifs, mais elle avait notamment des temples pour les jeunes mariés, hein, où les gens passaient avant le mariage. Hein. Et Junon, dans le thème d'un homme, tout simplement, va marquer l'importance d'être engagé, ou l'importance de l'engagement, ou la difficulté. Imaginez Junon, Uranus, ça va marquer l'ambivalence. Hein. Junon-Pluton, ça peut aussi marquer quelque chose. Hein. Là, on le verra, mais vous retrouvez ensuite, forcément, une fois que vous avez saisi l'archétype de l'astéroïde, Saturne va toujours marquer soit la mise à distance, soit l'engagement. Uranus va marquer le côté inconstant. Neptune, l'idéal. Hein. Moi, j'ai Junon en poisson, ça aide pas. Hein. Ceux qui ont Junon Neptune, souvent, ça aide pas. On a une très, très haute idée de la relation affective et des fois, on est un petit peu déçu, hein, forcément, propre au poisson ou Neptune. Hein. Donc, et Cérès, aussi quelque chose qui est important, Cérès n'est pas du tout un indicateur que lié aux enfants. Vous pouvez avoir une Cérès au milieu du ciel et ne pas avoir d'enfants physiques. Par contre, être dans des métiers très nourriciers, hein, où vous prenez soin, que ce soit chez un homme et chez une femme. Hein. Et je trouve que Cérès est aussi un indicateur dans le thème de, comme la Lune, d'un endroit qu'on a besoin de nourrir. Hein, en nous. Hein. Cérès, c'est aussi qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous fertilise. On le verra aussi, Cérès, ça peut être un indicateur de la capacité aussi, c'est très abondant, Cérès, donc ça peut amplifier aussi le symbolisme de Jupiter. Donc je pense que vous commencez un peu à saisir ce que ce qu'on veut vous transmettre, c'est que voilà, ils enrichissent quelque chose et c'est ce qu'on verra ensuite ensemble pour ceux qui souhaitent aller plus loin, que c'est lié, il y a une reliance à chacune des planètes, c'est des indicateurs supplémentaires. Hein. Comme Est-ce ils que ont vous avez... aussi, pardon, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, je disais par exemple, il y a quand même des choses, je trouve que des fois les astéroïdes éclairs, notamment Vesta, quelqu'un qui a Vesta à l'ascendant et que Vesta, souvent pour comprendre pourquoi des fois même on a des difficultés relationnelles et qu'on a besoin autant d'être seul ou d'avoir un jardin secret, hein, c'est souvent des clés quand même pour comprendre différemment certaines choses. Mm. Oui, pour agir son archétype dans toute sa lumière plutôt que de le subir ou d'essayer de le contrer, de, le- de, le- de lutter contre, c'est vraiment trouver sa plus belle reconnaissance et du coup intégration et manifestation dans nos vies. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec ces partages autour des astéroïdes, vous aider à mieux les intégrer dans vos vies. Est-ce que vous avez des questions sur ces caractéristiques des quatre grandes figures archétypales féminines qu'on voit dans les quatre principaux astéroïdes? Non. Après, j'ai pas parlé des déesses de l'ombre aussi, Oui, on va qui sont enchaîner hors du là-dessus. mandala. Les C'est très déesses de clair, je trouve. l'ombre, Merci, c'est les ouais. plus mystérieuses. Donc, c'est celles qui nous fascinent. J'ai vu que dans le chat, il y en avait beaucoup qui étaient fascinés. Hein. Elles ont une ambivalence. Euh, Moi, je trouve que moi, ça m'avait marqué. Je crois que c'était au moment du Covid. Je sais plus, il y avait quelque chose avec, c'était en carré, au nœud. Il y avait plein de déesses de l'ombre. Et moi, le moment du Covid a été une clé pour comprendre. Je me dis, on a tellement refoulé ces déesses de l'ombre qui savaient voir dans le noir qu'on ne sait plus en tant que société traverser ces moments. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes actuellement où il y a cette fascination aussi. Hein. Alors, elles sont dangereuses parce qu'elles nous font aller dans des espaces qui ne sont pas confortables. Hein. Je crois que c'était Demetra George qui disait ça. Elle disait, du moment qu'on a relégué les déesses de l'ombre dans l'ombre, on a rendu tabou deux choses dans notre société, le sexe et la mort. Parce qu'avant, souvent, c'était des gardiennes justement liées à la régénération, liées aussi au pouvoir aussi de la sexualité. Donc, on en a choisi quelques-unes qu'on regardera pour la spécialisation, mais il y en a énormément. Hein, donc, on vous aidera aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, enfin, moi, quelque chose qui me tenait à cœur aussi beaucoup à chaque fois, c'est que là, il y a les 4 astéroïdes principaux, mais c'est ce qu'on verra. En fait, il y a plein
vous pouvez consteller, il y a tout plein d'astéroïdes qui renvoient aux oracles, tout plein d'astéroïdes qui renvoient justement à Junon, à l'amour. Vous avez Eros, vous avez Lust, vous avez Amor, vous avez... Hein, et quand on les positionne tous ensemble, ça donne, moi j'appelle ça des signatures. C'est comme si vous avez des signatures qui vous confirment que ce mythe ou que cette énergie archétypale résonne dans votre thème. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et ces déesses de l'ombre, en effet, quand on les place et quand on voit qu'on a tous les serpents, les draconias, les oracles, on se dit il y a quelque chose. Hein. Et souvent, d'ailleurs, je pense qu'il y a une branche de l'astrologie, quand on aime le côté qu'on appelait l'astrologie oraculaire, c'est-à-dire qu'on sait les techniques, mais qu'on ensuite, il y a quelque chose d'autre qui se passe, hein, qui était, même si les oracles, on sait que c'était très métaphorique et qu'on ne comprenait pas tellement ce que voulaient dire les pittis, des fois. Hein. Je pense qu'il y a aussi cette branche-là, un petit peu, qui était très connectée à autre chose. Et ce qui a donné pour beaucoup la confirmation, c'est quand on s'est rendu compte que le cycle d'Inanna, hein, donc Inanna, c'est cette déesse liée à Vénus, hein, vous savez, en Sumer. Quand vous regardez le poème lié à la descente d'Inanna, ça décrit exactement le cycle astronomique de Vénus. Et c'est à partir de là où beaucoup ont fait l'hypothèse que les prêtresses étaient des prêtresses astronomes, puisque ce n'était pas séparé. Et moi, je pense que quand on est attiré aussi par les archétypes féminins en lien avec l'astrologie, il y a quelque chose, sans se prendre pour je ne sais pas qui, hein, mais on doit réactiver de cette lignée-là aussi. Hein. Je pense que c'est pour ça que ça fascine de plus en plus. Voilà. C'est ma théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Voilà. Ah, ça me parle bien aussi et voilà, on le voit avec les déesses de l'ombre et avec d'autres figures aussi archétypales, en effet, de l'ombre qu'on a du mal à intégrer dans notre société et j'espère vraiment que c'est ce retour, on va dire, des oracles, des sorcières et autres euh, et autres astrologues, ça permet peut-être d'ouvrir d'autres portes et d'accompagner différemment aussi notre civilisation dans ce qu'elle a à traverser aujourd'hui d'extrêmement incertain et voire qui commence à être chaotique. Et c'est ces déesses-là, en effet, et Lilith la première, qui nous invite à apprendre à traverser l'ombre, à comment gérer le vide, comment gérer la coupure, comment gérer le trou, quoi. On est une société du plein et ce vide du féminin qui revient, ça, je trouve ça absolument oui, passionnant et inspirant de d'écouter cette voix-là en nous et du coup chez les personnes, en particulier dans une société qui porte des archétypes plus forts que les autres. Oui, puis il y avait On aussi vous... cette idée que je trouve aussi beaucoup Avant, il y avait un rôle politique des oracles, qu'il n'y a plus du tout. Hein. Il y a plus du tout. Je pense que c'est aussi pour ça souvent que les gens qui sont Vesta, ils savent plus trop. Parce qu'il n'y a plus de fonction sociale. Vous ne pouvez pas dire, bon, bah, je vais être prêtresse, je vais aller faire mon petit truc dans le temple, puis en plus, ça va servir au monde, je vais juste garder le feu de la lune allumé. Il y avait cette idée-là, il y avait cette idée que les prêtresses étaient des prêtresses de la lune. Pourquoi? Parce qu'elles étaient vous retrouvez ça pour celle qui s'appelait, c'est dans Les Mystères de la femme de Esther Harding. Il est en français aux éditions Payot en poche. Euh, et elle explique vraiment cette idée que elle maintenait toujours en fait les pouvoirs féconds de la lune allumés pour le collectif en fait. Elles étaient gardiennes justement du fait que tous ces mystères de la lune existaient. Hein. Donc je trouve aussi ça très intéressant au vu de tout ce qui se passe, aussi de tout ce qu'on a vu éclore même sur les réseaux en lien avec cette fascination. Moi je dis souvent la lune est devenue la reine d'Instagram à un moment donné, donc avec toute cette idée de la lune. Voilà, mais peut-être que maintenant on peut passer aux règles, c'est ça? Enfin, aux règles. C'est ça, les grands principes, comment on utilise donc les astéroïdes Voilà. en astrologie. Alors, il y a quand même, comme toujours, hein, il y a les astéroïdes, quelque chose qui les caractérise le plus dans l'utilisation, c'est l'orbe. Il y a souvent une orbe. Donc, vous savez, l'orbe, c'est regarder s'ils sont conjoints à une planète ou s'ils sont conjoints à un angle. Souvent, l'orbe est très, très petite. Hein. C'est vraiment, il y en a même qui vous disent, c'est les puristes, 1 ou 2 degrés. Après, il y a des exceptions, on verra, hein, notamment si vous avez un stélium et que vous avez un des astéroïdes dans ce stélium, il y a souvent quelque chose d'assez fin. Hein. Donc, comme toujours, une des règles principales, c'est est-ce qu'il touche un angle, très lié aussi au Soleil et la Lune.
Et après, là, c'est ce qu'on verra aussi, ça va dépendre de ce que vous regardez dans le thème. Hein. En effet, si vous voulez regarder des astéroïdes en lien avec la relation amoureuse ou en lien avec les thématiques de Vénus, vous allez regarder les astéroïdes conjoints à Vénus, conjoints à Mars, conjoints au descendant. S'il y a quelque chose plus où c'est une approche beaucoup plus vocationnelle, vous allez regarder le milieu du ciel, Mercure, peut-être Jupiter. Hein. Donc ça, je pense que c'est aussi en fonction des, j'allais dire, de l'indicateur qu'on recherche. Hein. Et après, il y a aussi cette idée, moi je m'étais dit, mais mince, si les gens se sont identifiés à Vesta, et en fait ils sont déçus parce que Vesta est pas... C'est une de mes questions quand j'avais écrit le livre, et je me suis dit, mais comme il y a énormément aussi d'astéroïdes liés aux oracles, peut-être vous n'avez pas Vesta à un point prédominant, mais vous placez tous les autres, les Pythie, enfin, vraiment ce qui est étonnant avec les astéroïdes, c'est que je ne sais pas, vous avez au moins 10 noms d'astéroïdes qui renvoie aux oracles, à la Pythie. Vous avez même Castalie, qui étaient les eaux où les femmes se baignaient. Vous avez Draconia, vous avez Daphné, qui est la première oracle de Delphes avant que Apollon le prenne. Enfin, il y a vraiment, c'est étonnant. Il y a si vous aimez les mythologies de la table ronde aussi, je ne sais pas combien d'astéroïdes vous avez en lien avec les légendes du roi Arthur. Hein. Donc, il y a des choses intéressantes quand même comme ça, par rapport peut-être aussi à notre société. Mais voilà, il y a vraiment cette idée quand même que l'orbe est très petite, hein, pour que ça soit vraiment valide. Qu'un astéroïde un petit peu tout seul, que vous avez tout seul dans votre maison 5 qui touche rien, c'est pas forcément très relevant, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, il ne faut pas Pertinent. non plus... Mm. Pertinent, pardon. Faut pas non plus... Pourtant, je parle espagnol ici, mais je lis en anglais, je parle espagnol et je parle en français. Mais quelque chose qui est important aussi, c'est de ne pas se perdre. Hein. Voilà, le risque de l'astéroïde, c'est, vous savez, comme le risque du Gémeaux. Tout d'un coup, j'ai mis ça, et tout fait sens et plus rien ne fait sens. Hein. Donc, on le verra, justement, le but d'apprendre sur les 4, c'est vraiment pouvoir les placer et voir leur action. Mais tout seul, des fois, les analyser comme ça, sans les remettre dans un contexte, ça peut être un petit peu vide, sauf si vraiment ça résonne avec la personne. Moi, je suis toujours, je ne sais pas toi, Boris, mais moi, bon, il y a la règle astrologique, la technique, mais pour moi, jamais n'est plus forte que le ressenti de la personne. On ne va pas aller lui dire, non, vous n'avez pas le droit de ressentir ça parce que votre truc, il n'est pas au bon endroit comme je pense que ça doit être. Hein. Ça non plus, quand même. C'est un grand Mais principe, ouais. À nouveau, voilà, on mais par... respecte avec les astéroïdes les grands principes de la consultation astrologique et de la tradition et de respecter avant tout le ressenti. En effet, c'est quelque chose de Exactement. très important. Mais quelque chose souvent qui peut être intéressant, parce que je regarde souvent dans l'entrée d'un thème, c'est ce que j'appelle les déesses vierges. C'est-à-dire quand il y a une prédominance de déesses vierges que je rallierais aux déesses de l'ombre, à Vesta ou à Pallas Athéna, qui sont dans des points clés du thème, donc les quatre angles, Soleil, Lune. Souvent pour aussi les astéroïdes, vous prenez vraiment la conjonction ou l'opposition au Soleil, Lune. Vous prenez beaucoup moins les carrés, hein, ou les trigones. Hein. Voilà. Là, et que vous avez par exemple qu'elles sont dans des conflits où il y a d'autres plutôt de planètes traditionnelles qui sont très liées à la balance, hein, à des énergies qui sont beaucoup plus liées à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a besoin de nourrir quelque chose à l'extérieur d'elles-mêmes. Hein. Vierge voulait dire être complet, n'appartenir qu'à soi-même. Hein. Donc il y a peut-être aussi, des fois, c'est une bonne porte d'entrée pour voir qu'il peut y avoir un conflit entre le besoin d'indépendance, de rester connecté à soi-même et la difficulté qu'il peut y avoir par rapport aux autres qui, elles, au contraire, soit se perdent dans l'autre, soit existent beaucoup au travers de l'autre. Bon, je schématise un petit peu, parce que là, j'ai pas vos thèmes complets pour regarder comment ça se marche, mais voilà, c'est un petit peu ça. Donc, au niveau de la technique, elle est souvent assez simple. La difficulté qu'on va avoir pour beaucoup, c'est... moi, j'avais un programme que j'ai plus où on pouvait établir la liste des astéroïdes en fonction du zodiaque. Actuellement, vous avez sur astro.com, hein, ça, on vous l'expliquera. Vous pouvez rentrer 10 numéros d'astéroïdes et ça vous affiche votre thème avec les 10 numéros d'astéroïdes. Mais là, ça suppose de savoir quels astéroïdes vous voulez regarder. Hein. Forcément, comme il y en a 20 000, il n'existe pas actuellement, sauf quelques astéroïdes que vous pouvez sélectionner, de programmes vraiment qui vous permettent de regarder tous vos degrés du zodiaque et où sont tous les astéroïdes, forcément pas 20 000, mais dans ceux qui sont pertinents, pas relevant, par rapport à votre thème ou ce que vous voulez chercher. Hein.
puisque les astéroïdes, comme on l'a dit, il y a vraiment les 4 principaux qui sont vraiment ceux officiellement et actuellement instaurés. Hein. Et puis ensuite, forcément, dans les 20 000, vous avez des grands concepts. Hein. Vous avez des grandes, on pourrait dire, des grandes familles d'astéroïdes. Hein. Donc, vous avez des familles d'astéroïdes liées à des noms de villes ou de pays. Hein. Moi, je me rappelle, j'ai un ami ici qui est très, très riche, hein, et qui a son soleil conjoint, soleil taureau conjoint à l'astéroïde Abondance, conjoint à l'astéroïde Guatemala. Voilà. Et, voilà, donc voilà, vous avez des choses des fois un peu drôles comme ça. Donc bon, bah, c'est évident, hein, il faut qu'il continue à faire son business au Guatemala. Hein. Voilà, et vous avez aussi, donc, comme je vous le disais, des prénoms. Hein, donc ça, il y en a un que chez les anglo-saxons, ils utilisent toujours l'exemple du prince Charles, qui avait sa Vénus conjoint à l'astéroïde Camilla et conjoint à l'astéroïde Parkes. Hein. Donc Camilla Parkes. Donc voilà, il y a des choses très, très étonnantes quand même quand on regarde comme ça. Moi, je sais que j'ai l'astéroïde Hidalgo qui est lié à l'Amérique latine, lié à mon milieu du ciel. J'ai fait tous mes stages et j'ai toujours travaillé ou vécu dans ma vie professionnelle en Amérique latine, hein, même le premier stage d'études. Voilà. Vous avez aussi, comme je vous disais, des noms de concepts. Hein. Donc, vous avez même Beer, donc la bière. Vous avez Bacchus, Dionysos aussi, si vous voulez aller voir je pense qu'on pourrait, alors je ne sais pas si c'est forcément des indicateurs toujours d'addiction ou qu'on aime la bière, mais pourquoi pas, comme je vous dis, c'est des choses à explorer. Vous avez des concepts comme philosophie, voilà, il y a philosophie, photographie, Jung, il y a des noms aussi de personnes célèbres. Hein. Donc vous avez Picasso, certains artistes, hein. Et vous avez ensuite toutes les mythologies, c'est-à-dire que vous avez aussi plein de déesses liées à l'Égypte, hein, et de dieux liés à l'Égypte. Il y en a beaucoup, énormément à l'Égypte, vous avez énormément, comme je disais, de déesses de l'ombre qui vont aussi par rapport à la mesure du karma. Je pense à Némésis, vous avez les 3 mois, vous avez Cloto, qui est celle qui, alors je me rappelle jamais, Cloto, Lachesis et Atropos. Il y en a une qui mesure le destin, l'autre qui le coupe, hein, et l'autre qui le file. Mais je me rappelle jamais laquelle est quelle. Mais voilà, il y a vraiment tout un symbolisme, hein, ça. Alors, Audrey demande, c'est où ce que tu décris, Caro, tous ces concepts? Mais c'est simplement Ce le sont des nom. noms d'astéroïdes. Ce sont des noms d'astéroïdes. Voilà, en fait, c'est astronomiquement, hein, chaque astéroïde reçoit un nom, que ce soit un nom du Ouais. coup de ville, Et un numéro. et un numéro. Bon, ça c'est le côté scientifique en effet. Mais oui, c'est des données astronomiques, mais que tu peux retrouver du coup sur astro.com ou Oui, sur d'autres. astro.com, ils ont une liste alphabétique, je crois, hein, mais qui est un peu qui est dure, hein, parce que 26 000, Moi, je vais vous donner mon truc. Je le donne. Moi, des fois, je fais. Je pense à quelque chose et je mets asteroid number, nombre de l'astéroïde pour voir si ça existe. Et je pense à une déesse que j'aime bien et j'essaye de voir s'il existe un astéroïde qui a ce nom. Hein, ça, c'est quand vous voulez jouer, hein, forcément. Mais sinon, il y en a quand même qui sont intéressants à regarder. Pour moi, ceux qui sont les plus intéressants à regarder, comme je vous l'ai dit, c'est pour enrichir un thème de couple et de synastrie ou la sexualité, hein, avec le mythe d'Eros et Psyché aussi, l'Eros aussi, hein, comme principe érotique. Souvent, moi, j'ai vu en pratique, hein, dans les thèmes que des fois, ça peut donner des clés aussi sur certaines difficultés ou au contraire compatibilités qu'on exprime, qu'on ne trouverait pas aussi pertinentes dans la mise en commun des thèmes. Hein. Après, il y a tous les concepts aussi qui peuvent être intéressants comme des confirmations. Quelque chose aussi qui est sympa à placer, ça peut être les 9 muses d'Apollon pour les gens qui sont artistes ou créatifs. Hein. Et même pour les astrologues, vous pouvez placer Urania, hein, la muse de l'astronomie. Ça peut être intéressant des fois pour vous donner, quand on ne se sent pas légitime ou à la hauteur, voilà, voir où elle est placée ou ce qu'elle peut nous raconter aussi comme En tout cas, confirmation. ouais, Voilà, il y en a plein. il y a une vastitude énorme et c'est une richesse. Et en même temps, bah voilà, en fait, c'est ne pas s'y perdre comme un petit Gémeaux dispersé dans toutes ces informations, aller à l'essentiel. Et c'est ce qu'on vous propose de faire ce soir. Et puis dans notre spécialisation, c'est d'aller vraiment voir quels sont les principaux archétypes qui sont déjà un petit peu rodés, où il y a un peu de techniques astrologiques depuis quelques décennies qui ont été développées pour avoir des informations plus précises. Mais après, voilà, ça reste un jeu ouvert
aux expériences. Il y a des aspects techniques qui sont, hein, comme l'a dit Caroline, pas très compliqués, donc qui sont très accessibles, on va dire, même si vous connaissez peu l'astrologie. Mais après, une fois qu'on a la technique, ben après il faut l'inspiration. Et ça, c'est important de le rappeler aussi, qu'en effet, dans cette astrologie qu'on vous propose, c'est qu'il y a une dimension pratique et aussi une dimension intuitive, d'ouvrir la porte de l'intuition et à la fois par vous-même, en mode Vesta, et à la fois avec l'autre, en mode Junon, d'être à l'écoute aussi de ce que l'autre dit et quels sont ces mots qui résonnent par rapport à ce que vous proposez. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça avant qu'on passe plus à la présentation de la spécialisation? Des questions précises ou des commentaires ou comment vous vivez cette expérience ce soir-là de rencontre avec ces archétypes, ces astéroïdes féminins? On dit astéroïdes féminins, on pourrait dire astéroïdes du féminin ou astéroïdes qui représentent les archétypes féminins. C'est un résumé, hein, c'est pas une appellation officielle. Ok, pas de questions apparemment, merci. Merci d'être toujours là avec nous. On va... Ah, très bonne question. Est-ce que Lilith est un astéroïde? Oui, il y a Donc un oui et astéroïde non. Lilith. Oui et non. Euh, bah, en fait, il y a une association que vous voyez beaucoup, surtout sur les réseaux, où on associe la ligne noire à Lilith. Mais c'est un petit peu faux. Mais c'est La pas lune noire complètement est vrai. un point qui s'appelle la lune noire. Alors, il y en a plusieurs, la lune noire moyenne, corrigée. Mais il existe un astéroïde, par contre, qui s'appelle Lilith. Hein. Ça, Euh, c'est intéressant, en effet. C'est que l'archétype de la lune noire n'est pas défini. Donc, comme tu le disais, Caroline, c'est pas encore ouais. vraiment intégré. Donc, parfois on projette Lilith dessus, mais c'est pas officiel, en tout cas. Pour les Américains, il y a même une Dark Moon qui serait un second satellite qui a le nom de Dark Moon, hein, qui est pas la lune noire des Français. Hein. Certains disent que c'est aussi, vous savez, toutes les déesses, elles marchent souvent aussi en triple visage. Il y a souvent 3 visages. Hein. Donc, il peut y avoir aussi cette progression. Hein. Donc, voilà. Et, et oui, alors on me demande est-ce que Chiron n'est pas une énergie féminine? Non, Chiron, c'est un Bah, personnage Chiron, déjà, masculin. c'est pas vraiment un astéroïde. Enfin, bon, je sais que beaucoup de gens disent Chiron est un astéroïde. Chiron, c'est un planétoïde. Il a pas, je crois qu'il est mi-astéroïde, mi-comète. C'est Donc, il ça. n'a pas assez de choses pour être rangé au rang d'astéroïde et il n'a pas assez de choses pour être rangé au nom de comète. Donc, il a un Et côté un peu hybride. il n'est pas dans la station d'astéroïdes d'ailleurs, parce que là on parle d'astéroïdes qui sont dans la ceinture Ah, d'astéroïdes ouais. entre Mars et Jupiter, mais Chiron, lui, est après Saturne. Euh, Caroline me dit que c'est passionnant, mais que ça va vite pour bien l'intégrer. Oui, on a bien conscience, c'est sûr, on essaie d'être aussi didactique que possible, mais c'est pour ça aussi qu'on approfondit chacun de ces sujets dans la spécialisation pour, voilà, pour si vous voulez vraiment intégrer plus que découvrir, passer du Gémeaux au Sagittaire. En effet, on propose la spécialisation pour approfondir ces notions qui, voilà, sont pour certains très, très nouvelles, bien sûr. Et Oui, c'est ben, je vrai que propose c'est difficile parce qu'on veut donner beaucoup d'infos et à la fois, pour pas perdre non plus, pour pas trop simplifier, mais je comprends. Il n'y a pas de souci. Euh, Chiron est un centaure, tout à fait, Alexandre, hmm. c'est un centaure. Oui, et puis il y a aussi cette idée que peut-être rajouter, c'est que les astéroïdes aussi, je trouve que pour ceux qui aiment la mythologie, l'inspiration que tu disais ou l'intuition qui vient, c'est vrai que comme beaucoup d'astéroïdes ont une reliance mythologique, c'est aussi ça qui est intéressant. Parce qu'après, on peut placer, hein, je sais qu'il y a ces mythes fondateurs dont a parlé beaucoup Luc Biget avec différents positionnements, mais des fois, l'astéroïde permet justement, ou justement de sentir, ça raconte une histoire aussi, et ça vient confirmer. Hein, des fois, si vous avez une fascination pour certains mythes, vous mettez tous les personnages du mythe dans les astéroïdes dans votre thème et ça peut aider à raconter quelque chose aussi. Hein. Donc je trouve que c'est une entrée en tout cas qui permet quand même qu'il y ait comment on pourrait dire, une sorte d'ancrage astrologique, mais ça ouvre aussi voilà, à l'utilisation de la mythologie. Oui, oui, c'est à nouveau un principe très important que dans ma pratique de l'astrologie et dans la tienne aussi, Caroline, c'est de pouvoir utiliser des éléments en astrologie qui sont archétypaux, qui ont une racine archétypale forte. Parce qu'en astrologie, il y a la tendance de rajouter des choses qui sont
techniques, qui sont des calculs, et qui, de mon point de vue, perdent un petit peu de substance mythique et du coup de résonance intuitive et archétypale chez chacun, quoi. Il y a une question sur Lilith. Est-ce que tu crois qu'il y a une part d'ombre et de lumière chez Lilith? Oui, pour moi, oui, il y a l'ombre. Alors, elle est toujours difficile, hein, parce que, mais il y a cette notion de l'ombre de Lilith, pour moi, qui est liée à une forme d'insatiabilité. Il y a quelque chose d'insatiable. Moi, je détestais. Alors, après, on est toujours biaisé par notre thème, hein, mais quand on dit oui, elle chute par orgueil, ce que vous entendez beaucoup, j'avais du mal à comprendre ce concept qu'elle chute par orgueil, qu'elle ne veut vivre que depuis le bas-ventre. Mais je pense que c'est aussi, elle s'exile, Lilith. Donc, elle se condamne à l'exil. Enfin, en tout cas, elle est exilée, hein. Donc, elle est indommable, on pourrait dire, elle est indomptable. Mais il y a aussi quelque chose où je trouve, je ne sais pas si c'est une ombre ou pas, mais je trouve que euh, ça la condamne à l'exil. Alors, est-ce qu'elle se condamne ou est-ce que c'est la société qui la condamne? Ça, je ne sais pas. Ça, je pense que c'est à chacun. Euh, et puis, il y a aussi ce vertige de se mettre toujours face au vide, hein. Il y a aussi cette intensité qui peut aussi nous brûler, hein. Donc, il y a forcément toute énergie, j'allais dire, si on est possédé par ça ou si on la refoule, elle va nous, comme toute planète ou comme tout astéroïde, quelque chose qu'on ne conscientise pas va nous agir depuis l'inconscient et moi je trouve que ça devient très bruyant, quelque chose en nous qu'on n'a pas intégré. C'est comme un enfant qui pleure et qui a faim. Ça fait énormément de bruit, puis ça ne vous embête pas. C'est quand il y a des énergies comme ça auxquelles on ne donne pas d'attention ou qu'on n'honore pas. Je pense qu'il y a quelque chose à honorer dans Lilith, lui donner sa juste place. Mais actuellement, cette sorte aussi de hyper-inflation de Lilith peut être aussi dangereuse parce qu'elle nous entraîne. Je sais plus, je crois que je sais plus qui disait ça. C'était une conférence que j'avais écoutée une fois sur Backbeast TV il y a longtemps. Il disait tout le monde n'est pas prêt à faire face à Lilith. Alors pour lui, il parlait à la lune noire pour le coup, hein. Mais c'est aussi quelque chose où on ne sait pas quelle force psychique ou quel nœud on va ouvrir chez nous. Donc je sais qu'elle fascine actuellement, mais moi c'est quelque chose auquel je me dis on approche avec révérence ou avec attention. On ne sait pas ce qu'on peut ouvrir chez les gens, hein. Et oui, On- pour il y a beaucoup, chez on est nous, astrologue, mais enfin, on n'a pas forcément 5 ans de psychiatrie derrière nous, je ne sais pas, hein. Donc, c'est en effet une autre chose qui me tient très à cœur de faire attention, comme tu dis, j'aime bien l'énergie que tu mets voilà, de respect, de progressivité dans ces endroits subtils de l'ombre ouais. qui peuvent être très déstabilisants, qui peuvent générer des décompensations psychiatriques, en effet, et c'est un de mes chevaux de bataille aussi. J'aimerais bien, je suis en recherche là en ce moment d'une personne qui soit à la fois très calée en astrologie et en psychologie, pour créer une spécialisation justement dans l'école d'astrologie expérientielle là, qui permette d'avoir des notions beaucoup plus solides de psychologie, de psychiatrie pour les astrologues. Ça me paraît vraiment essentiel puisque notre travail d'astrologue est quand même extrêmement psychologique. Je sais que c'est pas toujours très assumé, mais c'est assumé par l'école AKP, hein, qui parle d'astropsychologie, hein, par exemple. Mais ouais, c'est pas partout clairement dit et assumé, et je pense que c'est important de le rappeler. Il y a une question de Laurie qui nous dit je n'arrive pas à trouver comment entrer les astéroïdes sur astro.com, une aide est-elle possible? Alors déjà, il y a une aide dans le livre de Caroline, Oui, parce qu'en fait, ce serait un peu long ici de vous faire tout un didacticiel pour tout le monde, mais il y a un tutoriel dans le mais livre de Caroline, et on le partagera aussi pendant la oui. Et spécialisation. peut-être juste l'aide qu'on peut lui donner, c'est que normalement, tu dois trouver une section qui s'appelle objet additionnel, Ah hein. oui, c'est ça, Voilà, ce terme. je crois que, alors moi je l'ai en anglais, c'est sélection étendue de cartes, hein, dans Extended Chart, voilà, c'est ça. Si tu le mets en français, ça doit être quelque chose qui veut dire ça, hein. Et normalement, dans objet additionnel, tu peux rentrer les numéros. Voilà, pour la petite aide qu'on peut donner, hein. Et on vous donnera aussi du coup tous les numéros intéressants Oui, à j'ai une rentrer. liste, voilà, exactement. On vous donnera aussi tous les numéros après si vous voulez vous amuser ou amplifier. Je me suis toujours dit que j'aimerais créer un endroit où chacun on s'aide et on mutualise justement. Mais je ne sais pas encore comment faire ça On fera ça pour avec tout. les alumni de la spécialisation, Voilà, hein. exactement. Un groupe de recherche commun, ouais, j'aime beaucoup cette énergie-là aussi. Bah justement, présentons un peu cette spécialisation.
Donc l'idée déjà, c'est qu'elle est ouverte à tout niveau d'astrologie, hein. Que vous soyez débutant en astrologie ou astrologue confirmé, on veut pouvoir vous transmettre ces notions liées aux astéroïdes, et de pouvoir, donc cette spécialisation, enfin cette formation, elle est coupée en 2 parties. Une première partie qui est une partie théorique, donc avec, des approfondissements, donc 6 heures d'approfondissement sur, ce qu'on a commencé à évoquer ce soir. Et ensuite une partie pratique, pareil à nouveau 6 heures qui va plutôt vous aider à analyser ces astéroïdes. Si vous avez pas une pratique de l'astrologie, on peut vous accompagner en supervision pour analyser, les astéroïdes chez les personnes présentes. Si vous n'avez pas de pratique de l'astrologie, on fera simplement l'analyse dans votre thème. Ça nous tenait à cœur d'avoir cette partie pratique pour que vous puissiez avoir un retour direct de: «Qu'est-ce que cet astéroïde signifie pour moi, dans ma vie? Et qu'est-ce qu'il peut m'apporter et m'apprendre?» Et qu'on explore ensemble intuitivement, du coup, ces éléments-là. Tu veux continuer, Caroline? Oui, non, non, je pense que c'est... et pareil, l'idée aussi, c'est moi, ce que j'aime bien, j'aime beaucoup l'approche aussi symbolique, hein, liée à l'astrologie. Donc, c'est de donner suffisamment de clés symboliques pour saisir chacun des astéroïdes. Donc, ces clés symboliques sont données forcément au travers du mythe, hein, des différentes versions des mythes, hein, de l'impact aussi, donc essayer de voir quel est l'archétype derrière l'image archétypale liée à l'astéroïde, hein, donc dans l'ombre et dans la lumière. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, moi, ce que j'ai appelé les affinités planétaires ou de signes, hein, qui peuvent vous aider si, voilà, à relier ou un petit peu à voir Vesta, comme je vous le disais, je vous ai pris cet exemple. Moi, j'associe avec Saturne dans cette dimension de verticalité. Alors, bien sûr, pas dans tous les aspects de Saturne, hein, dans un certain aspect. Quels peuvent être les indicateurs de chacun de ces astéroïdes dans un thème, hein. Donc Vesta comme indicateur, je crois que je vous ai donné, je vais donner rapidement, comme les oracles ou comme le lien à la sexualité, qu'est-ce que ça veut dire, hein, le lien à la dévotion, le lien à la contemplation, et ainsi de suite pour chacun des astéroïdes, hein. Donc concrètement dans un thème, qu'est-ce que ça peut dire, et puis aussi on verra surtout, je trouve que quelque chose qui est très intéressant, c'est la relation entre les astéroïdes, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Junon en carré à Vesta ou Junon opposé à Vesta, hein, c'est aussi ce qui va mettre les configurations, on pourrait dire, astrologiques des astéroïdes entre eux, hein. Comment justement, c'est le fait, on a vu qu'il y en a, ça paraît évident, mais j'allais dire même Vesta et Pallas Athéna, il y en a une qui préfère rester chez elle à connecter avec les cieux, et Pallas Athéna, elle préfère être activiste dans le monde. Donc, comment ça peut... Quelles sont les pistes, en fait, pour les réunir et les intégrer en soi, hein. On regardera aussi l'aspect... quelques pistes, comme je vous le dis, aussi liées aux synastries, hein, comment, surtout pour Junon et Vesta, qu'est-ce que ça peut indiquer dans les synastries, dans les thèmes ensemble. Et les transits, comme je vous le disais, il y a certaines petites clés par rapport au transit, hein, qui peuvent être intéressantes. Je trouve moi, je dis toujours un des exemples qui m'a beaucoup marqué, c'est, je trouve au niveau symbolique, c'est quand on a parlé de cette conjonction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2020, pour le 21 décembre 2020, on a dit oui, il y a Jupiter, Saturne et Verseau, ça à 0 degré du Verseau, ça marque une nouvelle ère. Et symboliquement, la première qui était entrée dans la conjonction, c'est Pallas Athéna, qui est la fille de Zeus et la petite fille de Saturne, hein. Et Pallas Athéna qui parle aussi au niveau sociétal de tout ce qu'on voit aussi lié aux questions de genre, à l'androgynie, c'est très lié à Pallas Athéna, hein. Donc ça peut être aussi des questions qu'on va voir, c'est qu'il y a aussi quand même, comme on l'a dit, les astéroïdes sont nouveaux dans l'utilisation, hein, mais ils parlent aussi de choses nouvelles qu'on voit dans notre société. Donc ça aussi, je trouve que c'est intéressant. C'est des pistes, hein, parce que comme Pallas Athéna, elle était très présente au moment du Covid, et certains associent Pallas Athéna aussi à l'immunité, hein. Donc voilà, c'est des pistes, des clés qu'on pourra vous donner pour ensuite, dans vos pratiques ou dans vos réflexions, hein, les intégrer, parce qu'elles donnent souvent une petite subtilité qu'on n'a pas vue, qui permet de regarder. Et je crois que, et aussi bon, l'astronomie, mais l'astronomie des astéroïdes au niveau de leur cycle, mais qui est moins... voilà, il y a moins, on ne sait pas encore, hein, comme on dit, oui, c'est très important, Mars conjoint Soleil, c'est le Casimir. Est-ce qu'on peut dire ça avec un astéroïde ou pas? On est en terrain où, voilà, où il y a quelque chose, en tout cas pour ceux qui aiment plus l'aspect technique,
est encore où il y a pas, qui est encore en tâtonnement, hein, pour voir vraiment comment ça fonctionne. Et Hein. comme tu dis, c'est un champ d'exploration où on a comment on a des inspirations claires et une incarnation qui demande encore à se clarifier. Et Ouais. c'est justement une astrologie plus féminine finalement, moins claire, moins mentale, plus inspirationnelle, plus subtile. Et j'aime bien qu'à la fois sur le fond et sur la forme, on soit aussi dans cette énergie féminine intégrée dans l'astrologie, qui de base est quand même une énergie assez masculine, hein. L'astrologie, c'est quand même très mental, vertical, la conscience, la technique, ça peut devenir très masculin en fait, voire trop masculin. Donc c'est intéressant d'intégrer aussi cette part féminine plus oraculaire, plus intuitive, à la pratique de l'astrologie, grâce aux astéroïdes et grâce simplement pour accompagner les grands mouvements qui se passent dans nos sociétés, quoi. C'était Demetra George, elle disait quelque chose qui m'a toujours marqué, moi, qui base un peu ma pratique. Elle disait il y a deux types d'astrologie. Alors, quand je dis il y a deux types, hein, c'est pas du tout, il n'y a pas de bien mal. Hein. Vous avez une astrologie où vous savez toute la technique. Vous avez aussi une astrologie où vous savez la technique, mais vous allumez une bougie, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et je pense que pour beaucoup, quand on est fasciné par l'astrologie, il y a un moment donné, on a tout bien appris, on a su toute la technique et on est face à un thème et il y a autre chose qui nous vient. Hein. Et c'est ce qu'elle appelait cette astrologie oraculaire, hein, que moi je retrouve dans Vesta et dans les signatures de Vesta dans les thèmes, où on pourrait dire en effet, c'est comme si ça devient tellement vivant qu'on le sent, hein, et qu'on se dit c'est que le thème commence à nous parler, on se connecte à lui. Hein. Et ce que nous aident aussi les astéroïdes, c'est de voir que il y a quand même quelque chose de concret aussi qui permet quand même de descendre ça, hein, et de se dire pas juste que, pour moi aussi, qui est l'autre version qu'on voit actuellement beaucoup, qui est j'ai capté la planète, donc la planète m'a dit. Là, c'est pas de l'astrologie, ça peut être de la canalisation de quelque chose, mais voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour avoir une grammaire commune. Hein, et ce que viennent proposer les astéroïdes, c'est juste d'enrichir la grammaire, si vous voulez, c'est d'enrichir votre vocabulaire astrologique, vous pouvez le voir comme ça, et qui vous ouvre pour ceux qui, des fois, ont envie justement de trouver, de relier cet aspect beaucoup plus peut-être intuitif, sensible, tout en ayant quand même des fondements dans un outil et dans une technique. On pourrait dire relier la Vierge et le Poisson, pour reprendre un exemple, c'est-à-dire d'avoir une technique qui permet de descendre l'eau, hein, quelque chose comme ça, ou un contenant de la Terre qui permet à l'eau de se déployer. Je pense que c'est une piste, voilà, mais qui est toujours, comme je le dis, et ça je le précise, moi ça me tient à cœur, qui est toujours à remettre forcément dans le langage. Hein. C'est pas parce que vous rajoutez des mots à votre vocabulaire que vous devez enlever ceux que vous connaissez. Hein. Je pense que ça vient étayer quelque chose, ça vient affiner, ça vient permettre cette entrée de raconter une histoire, de tisser du sens avec les étoiles, les planètes. Hein. Donc je pense que voilà, c'est une porte d'entrée en fait. C'est pas la vérité absolue, la mieux. Enfin, moi, je défendrai jamais un truc comme ça. Voilà, mais c'est une porte Et, d'entrée qui est très riche. et la Mm. porte s'ouvre donc la semaine prochaine. On me demande Ah oui, en direct là, quels sont les aspects pratico-pratiques de la spécialisation. Donc ça commence la semaine prochaine. Ce sera tous les jeudis soirs comme ce soir, de 20h à 22h. Donc on aura le rendez-vous le 23 novembre, le 30 novembre et le 7 décembre pour les 3 sessions de théorie, qui couvriront donc à la fois le mandala du féminin, donc Vesta, Junon, Pallas Athéna, Cérès, et des déesses de l'ombre qu'on a sélectionnées pour leur pertinence, donc Circé, Médée, Lilith, Médusa et Cassandra, et peut-être d'autres si on a le temps, on verra comment on peut vous nourrir de ces déesses de l'ombre. Donc ça, ce sera le programme du coup des 3 prochains jeudis. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire uniquement à ces 3 sessions de théorie pour voilà, avoir simplement cette inspiration comme ce soir de ces mythes et de leur signification. On aura ensuite 3 sessions de pratique, les 11, 18 et 25 janvier, qui sont aussi des jeudis, ce sera aussi de 20h à 22h. Donc les jeudis soirs de janvier, 3 jeudis pour pratiquer, du coup, dans vos thèmes, ces différents astéroïdes. Euh, et donc pour cette pratique-là, on fait des groupes resserrés, bien sûr, parce que bah, c'est ce qui permettra d'avoir le temps suffisant pour chacun des thèmes. Donc on fera un groupe de 12
si on a plus que 12, on essaiera de faire 2 groupes, mais en tout cas, on essaie de limiter un maximum la taille du groupe, qu'on scindera entre nous, si besoin, de faire un deuxième groupe, mais on fera pas plus que 2 groupes. Donc vraiment, si vous êtes intéressés, ce sera les places les plus limitées. On a déjà 6 inscrits, donc voilà, je vous le partage, comme ça, pour, si ça vous intéresse, que vous n'ayez pas la frustration du manque, puisque on n'est pas sûr de refaire ça sous ce format-là. Donc, aujourd'hui, on lance ça avec joie et on espère que ça vous intéressera. Comme vous voyez, on est passionné par ce sujet et passionné à la fois nous de vous le partager et vous de vous voir, vous l'approprier. Et c'est, je pense, cette pédagogie expérientielle qu'on veut vous faire vivre et apprendre avec vous aussi. Est-ce qu'il y a d'autres aspects pratiques? Oui, c'est le prix quand même. 150 €, donc les 3 sessions de théorie, avec l'espace pédagogique, avec des PDF du coup, comme le disait Caroline, des PDF complets de présentation de chaque astéroïde qu'on traitera ensemble. Je précise des PDF jolis, parce on est tous les deux sensibles à la beauté avec Caroline, donc on a missionné une graphiste que j'aime beaucoup qui nous a fait des jolis cours. Et on a et le prix du coup des 3 sessions de théorie plus les 3 sessions de pratique, c'est 405 €. Voilà, on a essayé de trouver un prix le plus juste possible. On est 2 animateurs, mais on essaie quand même de faire un prix abordable. Et oui, est-ce qu'il y a des replays? Oui, il y aura des replays disponibles, bien sûr, si vous manquez une session, une de ces 6 sessions pratiques. Est-ce que vous avez des questions sur cette spécialisation, sur son déroulé? Ni Caroline ni moi, nous sommes très vierges, hein, donc peut-être qu'on a manqué des aspects pratico-pratiques ici ou là. Pas du tout vierge. Pas du tout vierge. Mince. Non, quand même. Non, mais moi, je dis souvent que c'est vraiment le signe que je suis le moins la Vierge, mais en finale, j'ai ma Vierge en maison 11, et du coup, dans le monde de l'astrologie, finalement, je suis assez vierge. Non, J'aime 8, bien mais quand même. voilà, pareil, dans le monde de la psychologie pour toi, donc quand même, on aime bien quand même être précis et bien purifier notre savoir dans ces domaines-là. Y a-t-il possibilité de révéler en plusieurs fois? Oui, tout à fait, en 3 fois. Pour l'ensemble, si vous vous inscrivez à l'ensemble, vous pouvez payer en 3 fois. On me demande où est le lien, on vous l'a envoyé par mail. Je vais le remettre dans le chat si besoin. Merci pour vos merci aussi, ça me fait plaisir que ça vous ait autant intéressé ce sujet. Enfin, ça me fait plaisir, pardon, je parle à ta place, Caroline, Non, non, j'imagine, mais toi si, mais aussi. c'est très, toi aussi. Toujours. Toujours, dès qu'on peut partager, c'est toujours riche. Ah, super, Fanny. Fanny est inscrite, super. Ouais, Si vous avez, voilà, si vous avez d'autres questions, que ce soit sur la spécialisation ou sur les astéroïdes féminins en général, on peut encore rester quelques minutes ensemble. ouais. Clôturer pas trop tard, c'est vrai que les journées sont courtes en ce moment et l'automne pèse lourd sur notre énergie. Ah oui, non, moi, ça va, c'est 2h30 de l'après-midi, donc ça. Oui, le Guatemala ne connaît ni l'automne ni la nuit, apparemment. Non, il connaît la saison des pluies ou la saison pas des pluies. Voilà. D'accord. Bien, il y en a qui nous parlent de belles découvertes ce soir, ça fait du bien d'ouvrir ses portes. Oui, c'est vrai Oui, qu'on a, voilà. il y a beaucoup cette notion de porte qui est revenue ce soir, Oui. je l'ai trouvé Mais j'ai dans un les peu une portraits. obsession là hier, je me suis rendu compte, j'ai envoyé à ma sœur, j'avais pris des portes en photo de partout et j'ai envoyé des portes là dans mon résidentiel que j'avais jamais vu. Donc voilà. Ouais, la porte du seuil vers d'autres connaissances et d'autres consciences. Ah, Julie s'est inscrite aussi. Ouais, super. Elle a découvert cet univers grâce au livre de Caroline. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment Caroline qui a mis au goût du jour, on va dire, ce sujet en France, parce qu'il était beaucoup plus présent dans le monde anglo-saxon, Oui, Et mais grâce à il était aussi. Hidalgo, peut-être, grâce à Oui, Anne non, je Hidalgo, sais pas, peut-être. il était. Bah, pourtant, moi, c'est. Non, en fait, moi, l'anglo. Comment est venue l'histoire de faire plusieurs langues en astrologie? C'est quand tu habites au Guatemala et que les livres, tu dois les faire venir des États-Unis avec 20 $ de douane, tu prends le moins cher selon la langue. Donc, et souvent, les livres qui étaient moins chers, c'était en anglais.
parce que faire venir de France, donc c'est comme ça que j'ai commencé Et puis je sais plus comment je suis tombée dessus, je me rappelle plus, mais Mais il a eu la chance c'est d'avoir des vrai, cours particuliers avec des maîtres à Georges, qui oui, qui est n'en quand fait même là. plus. Ouais, ouais, mais tu sais, à l'époque, ma fille était en bas âge, je pensais jamais en faire quelque chose. Mais ça m'a tellement passionnée. Et moi, je me rappelle la première chose qu'elle m'avait dit, c'était avec les rêves. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a des astéroïdes sur les rêves qui sont Imhotep et Asclépias. Et elle me dit, mais vous avez quand même des rêves forts, hein. Et je me dis, mais comment elle a vu ça? Parce que moi, ça a toujours été un... Et c'était grâce aux astéroïdes. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un truc quand même. Parce que pour qu'on voit ça dans mon thème, sinon tout plein de taureaux, tu sais. Voilà, c'était vraiment cette piste voilà, des astéroïdes. Euh, et puis après, mon ex-mari qui avait Caroline en face de sa lune aussi, je me suis dit, ah, là, j'ai compris. En Lune face, en en vierge, pas. avec Caroline Bah, en poisson, c'était vraiment ça. Donc voilà, donc ce que je veux dire aussi, c'est que moi, ce que je suis aussi contente de la spécialisation, c'est que c'est en live. Hein, on a choisi de faire tous les deux les choses en live et je trouve que c'est ce contact aussi, même si je sais qu'on est sur Zoom, mais je ferais bien un truc en France, mais au Guatemala, c'est un peu loin vu le prix des billets d'avion après le Covid. Euh, voilà, moi je trouve aussi qu'il y a cette possibilité d'interaction, d'échanger, d'humain, que je trouve aussi importante, même si je sais qu'il y a quand même l'écran. Et aussi d'entendre, surtout pour ceux qui, avec la pratique, moi je trouve que d'entendre les histoires, comment ça résonne avec les astéroïdes chez les personnes, c'est une richesse qu'on oublie souvent, mais on apprend énormément de l'astrologie quand on écoute comment les gens vivent certains aspects. Ah tiens, Vesta, je vous raconterai des choses que j'ai découvertes, c'est juste en écoutant les gens parler en séance et en voyant que c'était Vesta à chaque fois. Donc on enrichit énormément le symbolisme aussi quand on écoute les personnes. Hein. Parce qu'on fait l'hypothèse que c'est telle et telle chose, mais après d'écouter vraiment la personne, ça nous permet d'affiner aussi comment on vit le symbolisme. Hein, donc, merci pour vos messages. Merci Félix, merci Marine. Et, et merci Luc et Alexandre. Du coup, quand même, on avait des hommes ce soir. Ils étaient bah oui. cachés dans la masse, mais ils étaient là. Merci d'être là aussi. Et ça, C'est c'est super intéressant. parce que voir l'effet des astéroïdes, justement, ce serait vraiment très intéressant. C'est quelque chose qui manque. Je sais on a au moins un homme d'inscrit déjà, donc on Ah aura au bah, moins un exemple à explorer ensemble. mm, mm. Merci C'était un grand Delphine. plaisir à tout le monde. Merci Laurent. Mm. À toi aussi. Avec une belle déesse mère en photo de profil, je vois. Bien, bah, je pense on peut clôturer Bah si oui. on sent que le fil a été tiré. Merci à vous, merci. Encore une fois, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Euh, on est content de l'enthousiasme que ce sujet, voilà, évoque en vous. Et on sera heureux de vous retrouver, que ce soit dans cette spécialisation ou d'autres rendez-vous à l'avenir. Oui. Merci, merci. Merci À beaucoup. bientôt. Bonne soirée. Au revoir.